toutes et à tous. On va commencer, à l'heure, pour partager avec Dominique Jeanneroux, notre invité du 22 juin. C'est la dernière rencontre du premier semestre 2024. À juillet-août, c'est un peu la pause. Surtout que nous risquons d'avoir des gros travaux en août, on risque d'être complètement fermés. Donc, et même nous, on ne sera pas là du tout. Donc les activités reprendront en septembre avec la suite un autre programme qui sera un programme pour la rentrée un petit peu plus allégé. Donc il n'y aura pas 5 rencontres par semestre comme ça a été la moyenne en gros depuis 2020 et même avant. Là on fait un petit peu plus light parce que moi ça sera ma dernière rencontre aujourd'hui avec vous puisque je vais partir en juillet en grand congé pour grande retraite mais voilà. Pour l'instant, je suis en grande vacances bientôt, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, le remplacement se fera bien sûr au 1er juillet avec une nouvelle directrice qui est une conservatrice, qui va prendre le relais, qui sort de l'ENSIP, qui est l'école des conservateurs et bibliothécaires, et donc qui arrivera le 1er. Donc, comme elle n'était pas là pour faire la programmation du deuxième semestre, on a fait un peu allégé pour le temps qu'elle trouve ses marques, puisque ce n'est pas quelqu'un du réseau, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc, le 7 septembre, si les travaux sont entièrement finis, ce qu'on espère, le 7 septembre, vous aurez, comme ça a été le cas depuis quelques années, une rencontre et une remise des trophées 813. Et un pot. Voilà. Donc normalement un événement qui est réservé aux adhérents de l'association, mais qu'on ouvre quand ça se passe ici, pour les gens que ça intéresse. Et donc la rencontre, ce sera le thème des polars de l'Est, notamment avec l'éditeur Agulot. Voilà. Donc ils prennent toujours un thème tiré d'un numéro spécial de la revue 813 de l'année précédente. Le 12 octobre, dans le cadre de l'Automne de la Science, vous pourrez rencontrer et questionner 2 experts de la police scientifique de la gendarmerie, dont l'une est spécialiste, comme dans les séries genre Dexter ou autres, des gouttes de sang. Voilà. Après, il y aura un petit temps sans rien. Et le 30 novembre, nous accueillerons, juste donc avant les vacances de Noël, en gros, nous accueillons Natacha Levé, qui est quand même bien connue de certains d'entre vous et certaines, pour sa présentation et son histoire du roman noir, une histoire française, un livre qui est sorti au printemps, qui a été lauréat d'un prix au Quai du Polar, les derniers Quais du Polar, et ça va être le roman noir à la française, où on croit qu'en fait on a tout copié sur les Américains, mais c'est faux. Il va nous le démontrer. Voilà. Donc nous allons passer une bonne heure avec un tandem qu'on n'a pas revu depuis longtemps. En tout cas les plus jeunes, ça c'est sûr. Voilà, je voudrais bien faire un radio crochet, mais je pense que ça sera un guide total. Donc Boileau et Narcejac, un fameux duo très célèbre en son temps. Et donc, comme Dominique l'a dit tout à l'heure, il était déjà venu chez nous, il est déjà venu plusieurs fois, mais dont une fois plus récente sur San Antonio, avec Loïc Artiaga. Oui, avec Loïc Artiaga en 2021, voilà. En octobre 2021, le 9 octobre 2021. Donc, Dominique, universitaire qui travaille toujours à Belfast. Oui. Voilà. Et qui est senior lectureur, avec l'accent, en études françaises à l'université Queen's de Belfast. Donc là, il vient exprès à Paris, pratiquement que pour vous et que pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup en fait tous ceux que je vois ici.
Catherine Chauchat, je vois Benoît, je vois Annabelle, je vois Samuel, Thierry, bien sûr, enfin, beaucoup d'amis sont dans la salle et c'est toujours un plaisir. Et Brigitte, je voulais aussi remercier quand même la Bilico, ma foi, de cette occasion de parler donc d'un travail en cours pour un projet d'édition sur Boileau-Narcejac dans la collection Quarto chez Gallimard, qui reprendra, d'où le titre de cette conférence aujourd'hui, les écrans de Boileau-Narcejac, qui reprendra les romans de Boileau-Narcejac qui ont été adaptés à l'écran. Pas tous, mais une sélection de ça, des meilleurs à mon avis d'entre eux, mais on pourra en discuter. Donc d'abord merci, parce que j'ai utilisé souvent quand même aussi la Bilico au nombre des années. J'en suis déjà la 3e directrice de la Bilico, et j'espère que c'est pas fini. Donc je suis venu à l'époque de... Non, l'expression n'est pas heureuse. Oui, non, mais ouais. Enfin, c'est vrai que je n'ai pas complètement l'ouverture de la Bilico, mais presque en fait. Hein. C'est vrai que j'aurais pu en tout cas. Et donc voilà, c'est vraiment un plaisir. Et c'est pour dire aussi que j'ai utilisé beaucoup des livres qui sont à la Bilico et beaucoup des archives qui sont à la Bilico, donc grâce à vous, grâce à Sylvie et à Brigitte notamment, mais à vos collègues aussi qui les ont donnés, qui m'y ont donné accès. Et aujourd'hui, j'avais demandé que finalement des livres soient là, et en fait, je crois que vous l'auriez fait sans que je demande aussi, de toute façon. Oui, on avait préparé. Bon, alors c'est génial. Donc il y a des livres qui sont donc de Boileau et Narcejac, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, Sylvie, c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup de livres de Boileau et Narcejac, même s'ils ont beaucoup écrit finalement, mais tous leurs livres ne sont pas connus. Chacun les connaît un peu d'une manière différente. Moi, je les connais grâce à Okapi, le journal pour enfants. Voilà, exactement. Les sans-atouts, voilà, j'ai lu le cheval sans-atout et le cheval fantôme dans Okapi. Alors, c'était un épisode. Le suspense pour moi était vraiment très grand parce qu'il fallait attendre. C'était par quinzaine à l'époque. Mes parents m'avaient abonné à ça et j'étais absolument captivé. Et donc, ils m'ont conquis ce jour-là. Vraiment, je me rappelle très bien. Donc voilà, c'est un souvenir de lecture, et donc du coup j'ai découvert qu'il faisait aussi les Arsène Lupin. Donc il y a cet autre public d'Arsène Lupin, de Boileau-Narcejac, qui est la reprise d'Arsène Lupin. Donc ils ont eu le droit par les héritiers, par le fils de Maurice Leblanc, de faire la continuation. Ils ont fait 5 romans d'Arsène Lupin qui sont là aussi aux éditions. Voilà, je ne sais plus si c'était Rajo d'ailleurs. Rajo, c'est pour les. Là, c'est dans le masque. Ouais, en fait, il y a plusieurs éditions de toute façon, mais Rajo, c'est devenu le club de l'amitié après. C'était les éditions jeunesse en tout cas. Ils ont tout fait, et puis c'est repris en poche de toute façon. Donc voilà, il y a 5 Arsène Lupin qui commencent. Bon, il y a La Poudrière qui a eu le prix aussi Mystère en 75, je crois. Donc vous avez beaucoup de public de Boileau-Narcejac. Donc le public des enfants, ceux qui ont pu le lire dans les années 70 et 80, avec les rééditions d'ailleurs, Mille Soleils, qui sont là, je crois aussi. Voilà. Ceux qui les ont découverts grâce à leurs romans qui sont parus à partir de 1952, donc chez De Noël. C'est vraiment des auteurs qui ont publié toute leur œuvre chez De Noël, mais évidemment vous avez pu les lire aussi en poche dans la collection Folio, chez Gallimard ou dans d'autres collections. C'est des auteurs qui sont connus parce qu'ils ont inspiré donc, un nombre de films dont on va parler aujourd'hui. Ils sont connus aussi parce qu'ils ont fait des pièces radiophoniques. On peut les entendre dès les années 50 dans des émissions comme Fait divers, Les Maîtres du Mystère. Ils ont écrit plusieurs. Voilà, il y a ça. Ils ont écrit donc, plusieurs dramatiques policières pour la radio, mais vraiment beaucoup. Ils ont fait aussi donc, du théâtre. Ils ont fait des nouvelles aussi. Pierre Boileau tout seul a écrit plus d'une centaine de nouvelles, 130 environ nouvelles. Narcejac a fait lui de son côté des pastiches. Il a publié 3 volumes de pastiches, alors des pastiches des grands auteurs, allant de Maurice Leblanc à Simenon. Il s'est d'ailleurs pastiché lui-même dans un recueil de pastiches, ce qui montre pratiquement beaucoup de choses, mais ce qui montre aussi la virtuosité du personnage. Et il y a donc qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Enfin, voilà, ils ont fait aussi une chose dont je parlerai un petit peu. Ils ont fait aussi de la théorie du roman policier. C'est à la fois des historiens et des théoriciens du roman policier. Et ça en fait vraiment, pour moi, au XXe siècle, les encyclopédistes du genre. Enfin, il n'y a pas un domaine du policier auquel il est touché, il n'y a pas un livre ou un genre
dont il n'ait eu connaissance, dont il n'ait voulu connaître. C'est véritablement une curiosité encyclopédique qui embrasse le siècle. Il découvre les romans policiers dès le début du siècle, puisqu'ils font partie de la première génération du cinéma, ceux qui sont enfants, dont l'enfance coïncide avec l'enfance du cinéma, si on veut, hein, donc qui voient les premiers serials, qui voient le Masque aux dents blanches, qui voient Feuillade, les Fantomas, Musidora, qui voient tout ça quand ils sont des enfants, hein, ils sont tout petits, et donc ça les fascine, ça les terrifie, hein, les Fantomas de 1913, hein, de Feuillade par exemple, ils y reviennent toujours. Donc ils ont ce point commun aussi avec beaucoup de surréalistes, qui étaient un peu plus âgés qu'eux, souvent les gens comme Aragon, pourtant, qui ont eux aussi, on le voit Apollinaire, qui ont découvert l'univers de Fantomas, à la fois dans la presse, à la fois dans l'édition et au cinéma. Ça inspire beaucoup leur atmosphère de terreur, leurs contes qui sont souvent des contes cruels, et c'est un peu voilà, ce qui est la base de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, le cinéma, et finalement la première question que vous vouliez me poser, je crois, c'était... Alors la première question, c'est pas une modération au sens complètement formel, puisque ça va être un petit peu presque improvisé. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas le répété, donc non, en fait, j'ai pas vu, j'ai vu les questions, mais j'ai pas pensé que je devais y répondre en fait. J'ai dit que c'était très bien, mais après j'ai oublié. Donc, je sais que la première question, en fait, c'était posée d'un point de vue un peu naïf, puisque là, vous venez de nous dire à quel point c'est une œuvre intéressante et importante. Parce qu'on se demandait en 2024, alors qu'ils ont été très connus, très célèbres, quelle était l'actualité de Boileau et Narcejac aujourd'hui. Ouais. Et après, on reviendra peut-être sur la réception de leur œuvre aussi. Ce qui est original, c'est la démarche d'écrire à deux sans habiter la même ville. Oui, mais pour des jeunes, en fait, on se posait aussi la question par rapport au lectorat, aux amateurs de polar ou de suspense psychologique ou de choses sur lesquelles je peux m'apporter. Mais finalement, le choix de travailler, ça fait assez longtemps en fait qu'il n'y a pas eu d'écrit théorique. Oui, c'est pour ça que vous avez une thèse qui est là et qui a été faite à Nantes dans les années 80. Il y a un certain nombre il y en a 4 ou 5 en fait, pas tellement finalement, qui ont été faites dans les années 70 et 80, et après il y a une espèce de grand silence, enfin un silence de mort presque, parce que c'est vrai que c'est la mort de Boileau en 89, c'est la mort de Narcejac en 98. Et depuis, souvent, c'est le destin des écrivains morts, c'est le purgatoire. Et donc là, il y a vraiment une espèce de purgatoire, je crois, qui s'est un peu étendu sur Boileau et Narcejac, qui sont pourtant les maîtres du suspense. Dans le genre, en France, c'est véritablement des maîtres qui sont des références pour des auteurs très divers. Il y a toute une génération d'auteurs, souvent d'ailleurs publiés chez De Noël, comme eux. Hein, je pense à Sébastien Japrisot, Coatmer, Réhouven, ou bien qui sont publiés ailleurs, comme Frédéric Dard, par exemple, qui était un de leurs amis, assez... qui avait des relations assez profondes, voilà, sont influencés par eux, sont proches d'eux. Si on lit les romans de la nuit de Frédéric Dard et si on lit les romans à suspense de Boileau et Narcejac, on voit bien que c'est un univers qui est familier, qui est mais proche. sur les... Enfin, nous, on a cherché dans le catalogue de la Bilipo, par exemple sur les ouvrages critiques, études sur... En fait, on a trouvé celui-ci qui est assez connu, justement. Ouais. C'est très récent ça, effectivement. Enfin, très récent, de 2015. De 2015. C'est pas si récent que ça non plus. Mais finalement, après, on a peut-être des articles qu'on n'a pas dépouillés, mais on n'a pas trouvé de publication. Et on s'est demandé pourquoi, finalement, ce sont des auteurs qui ont été extrêmement connus, extrêmement célèbres. Par exemple, ça ne génère pas spécialement de questionnement. Des gens qui peuvent venir pour préparer des émissions pour l'audiovisuel, qu'on a quelque part dans notre public. On n'a jamais eu de questions d'étudiants sur Boileau Narcejac dans les 4 dernières années, par exemple. Donc c'est quoi l'intérêt, on a tous compris, sinon on ne serait pas là, j'imagine, mais l'intérêt, l'actualité, est-ce que vous croyez qu'il y a une actualité Boileau Narcejac Alors, il y a eu un au film. milieu de tous les polars qui sortent et de toute cette effervescence? Il y a une place pour eux encore? Pour moi, leur place est grande à plusieurs points de vue, parce que d'abord, c'est vrai qu'il y a une actualité, on parle d'actualité médiatique, audiovisuelle. Il y a eu un téléfilm qui a été fait qui s'appelait À cœur perdu. Vous avez peut-être vu ça, c'était l'année dernière, en 2023. Bon, donc ça n'arrête pas complètement. Enfin, il y a encore des adaptations nouvelles, même si À cœur perdu a déjà été adapté 4 fois. Hein, donc c'est pas non plus.
Ça s'appelle Meurtre en 45 tours. Voilà, Un cœur perdu, c'est le roman, et Meurtre en 45 tours, c'est l'histoire d'une chanteuse, enfin, deux chanteuses d'ailleurs, une jeune et une qui a une fin de carrière, donc il y a un côté Sunset Boulevard aussi, crépuscule, boulevard du crépuscule, le côté crépusculaire d'une fin de carrière avec une jeune ambitieuse qui essaie des questions d'âge, de génération. Alors pourquoi c'est d'actualité? C'est aussi d'actualité, je crois, pour des chercheurs, si on s'intéresse aux études de genre, gender studies par exemple, parce qu'il y a beaucoup de représentations de femmes dedans, mais comme c'est écrit par des hommes, je pense qu'on pourrait vraiment mettre en question très facilement toutes ces représentations féminines qui sont là. Alors c'est des femmes fatales, mais c'est aussi des épouses, c'est vraiment du drame bourgeois, c'est ce qu'on pourrait appeler marriage noir, quoi, le roman noir du mariage, avec des époux meurtriers, des machinations sombres, des détestations infinies. Bon, ça c'est très intéressant à lire, et je pense que c'est très très intéressant à réévaluer, justement dans cette perspective du XXIe siècle, relire ces romans du milieu du XXe siècle, comment on représente les femmes dans ce genre et les hommes, du reste aussi, dans ce genre de romans. À mon avis, là, il y a déjà une thèse magnifique à faire, mais il y aura sûrement des tas d'articles à écrire, sans compter le plaisir de les relire. Et c'est un peu mon angle aujourd'hui, c'est que finalement, et c'est pour ça que j'ai donné ce titre, lorsque vous m'avez proposé de venir, les écrans de Bolloré-Saujac, ça joue un petit peu sur le fait que je veux parler d'eux à l'écran, au cinéma, mais aussi il y a beaucoup de choses qui font écran dans notre perception de Thomas Narcejac aujourd'hui. Le passage du temps, le fait même de ce qu'ils sont, quoi, deux hommes blancs, bourgeois, d'un certain âge. Donc il y a ce côté qui les éloigne de nous, d'une certaine manière, enfin en tout cas qui les éloigne des jeunes. Voilà. Donc c'est peut-être là-dessus que je voudrais revenir. Donc quels sont ces écrans? Il y a les écrans de leur personnalité, de leur aura peut-être, au sens de l'image qu'ils projettent, comment on les voit, comment ils sont perçus. Et puis donc d'autres choses. Alors par exemple, donc voilà un peu pourquoi à mon avis il y a beaucoup de raisons de le voir. Alors parmi ces écrans, il y a le fait que aux textes se sont substitués des images. Souvent quand on parle de Boileau-Narcejac, et d'ailleurs quand on en parle à des gens qui ne les connaissent pas, ils vont les connaître immédiatement si on dit deux noms, c'est ou deux mots. Il y a le mot vertigo et il y a le mot diabolique. Ça parce que tout le monde a sinon vu, du moins entendu parler du film de Hitchcock, Vertigo. Tout le monde a vu ou entendu parler du film de Clouseau, les Diaboliques, donc avec ce que je disais aussi d'ailleurs, cette réflexion sur ce que Laura Mulvey appelle le male gaze, le regard masculin, le regard des hommes sur les femmes, au fond, d'une certaine manière, qui est mis en abîme ici dans des jeux de miroir, et voilà, le regard de la caméra, le regard d'un homme qui regarde une femme, qui vêt une femme, qui fétichise une femme. Alors on trouve ça dans les deux films, d'une certaine manière, avec Vera Clouseau et Simone Signoret, et avec Kim Novak et James Stewart, donc respectivement dans Les Diaboliques et dans Vertigo. Écran aussi, c'est quelques scènes fétiches qu'on voit toujours, quelques épiphanies visuelles. Alors le moment où Simone Signoret noie Paul Meurice dans la baignoire, et plus encore le moment où Paul Meurice bien sûr ressort de la baignoire, enfin, sans vouloir trop dévoiler la fin. Mais bon, donc ça aussi, ça fait partie de la conscience cinéphilique. Tout le monde a vu connaît ces images qui sont choquantes, qui ont beaucoup choqué à l'époque les spectateurs, qui ont beaucoup fait parler d'elles. Pareil aussi pour l'apparition de Madeleine dans Vertigo, avec les néons verts de l'Empire Hotel, qui est une espèce de... La couleur verte ici représente la mort de cette manière. Elle vient littéralement d'entre les morts, c'est le titre, c'est le titre du livre, donc c'est une espèce de résurrection qui se passe là, et donc dans une chambre d'hôtel un petit peu miteuse. Et cette scène, finalement, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans le livre, mais qui trouve exactement l'esprit du livre, qui traduit véritablement le sens du livre. Une femme qu'on croyait morte, qu'on croyait disparue, et qui réapparaît exactement. Voilà. Ça, aujourd'hui, je crois que ça fait écran, littéralement, donc, avec les textes, parce que souvent, quand on veut connaître l'histoire, on voit le film plutôt que lire le texte. Or, ce que je pense, c'est qu'il faut redécouvrir le texte, que ces textes sont passionnants à lire et très, et justement assez différents. En fait, les deux films que je viens de mentionner
Diabolique et Vertigo n'ont pas été faits avec l'intervention de Bourg-Léonard-Sejac. Ça s'est fait sans eux, et même un peu contre eux, hein, parce que Clouzot a complètement changé l'histoire, il a même changé le personnage de la victime, hein, il a même changé le sexe, le genre de la victime, qui est un homme dans le roman, qui devient une femme dans le film, qui devient une femme en peu parce que Vera Clouzot, la femme de Clouzot, du réalisateur, voulait le rôle, donc il a fallu changer beaucoup. Donc, bon, bref, et donc on connaît l'histoire, mais une histoire différente. On connaît l'histoire d'une femme disparue, alors c'est l'histoire d'un homme qui n'était pas mort. Bon. Pareil pour Vertigo, il y a 1000 changements, beaucoup, hein, évidemment ça se passe à San Francisco au lieu de se passer entre Nantes et Paris, enfin, ou la banlieue parisienne. Bon, et l'histoire a été évidemment considérablement changée. Des choses qui font sens en France parce que ça se passe après la guerre, donc dans la France en reconstruction, où effectivement des gens ont pu disparaître, réapparaître, parce que voilà, la France était complètement bouleversée, les fichiers ne sont pas bien tenus à jour, etc. Il y a des vies qui ont disparu. C'est beaucoup plus difficile à comprendre à San Francisco dans les années 50, ça se passe à la fin des années 50. Donc, une raison de plus de lire les romans, parce que les films finalement nous racontent une autre histoire, une interprétation virtuose et des chefs-d'œuvre, hein, dans les deux cas, d'artistes, de grands artistes, que sont Clouzot et Hitchcock. Et c'est leur interprétation. Nous, lecteurs, pouvons avoir une interprétation tout à fait différente de ces romans, qui sont donc des romans très, très, très riches et très intéressants. Autre écran, alors je vais en mentionner tous, je ne vais pas les mentionner tous, je vais en mentionner simplement quelques-uns. Le fait que Boileau-Léonard-Sejac soit identifié à un état du roman policier c'est la première collection policière en France, la collection du Masque. Donc c'est un peu devenu, c'était une collection qui était, j'allais dire, l'équivalent de la série noire dans les années 30. Hein. C'était une collection donc, qui avait son prestige, c'était presque un code, hein, de s'exhiber avec un roman jaune qui sortait de sa poche, un roman du Masque, parce que c'était un symbole d'anglophilie, on va dire. Donc il y avait une certaine distinction, et puis après c'était vraiment ringardisé, relégué par la série noire dans les années 45. C'est devenu plus voilà, un phénomène un peu provincial, un petit peu compassé, un petit peu conservateur aussi. Et eux, du coup, ils ont un peu été victimes de ça. Alors, ils paraissent l'un et l'autre là-dedans. Ils ont tous les deux le Grand Prix du roman d'aventure, qui est le prix qu'ont les auteurs de cette collection du Masque, fondée par Mathieu Pigasse, donc à la librairie des Champs-Élysées, avec l'idée de créer l'équivalent d'un âge d'or du roman policier français, comme il y a eu un âge d'or, comme il y a à cette époque un âge d'or du roman policier anglais, hein, l'époque des Austin Freeman, Agatha Christie, Dorothy Sayers, etc. Avec cette génération-là d'écrivains, donc Pierre Boileau, Thomas Narcejac, qui a le prix en 48, Boileau là en 38. Avant, il y en a d'autres, Stanislas André Stiman, qui, comme Sinon, est un écrivain liégeois, un des grands auteurs francophones de romans policiers, lui aussi qu'on connaît grâce au cinéma aussi. Voilà. Pierre Véry, hein, qui est ici sous pseudonyme, là encore un des grands auteurs, alors sous pseudonyme anglais, parce que c'est une collection bien sûr, qui publie des auteurs anglais, dont Agatha Christie. Hein, le coup de chance, c'est de publier bien sûr le premier livre publié, c'est un livre d'Agatha Christie. Donc évidemment, si ça vous intéresse, vous êtes ici au bon endroit, vous avez toute la collection. Voilà les compactus, donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a plus de 2500 titres du Masque donc, qui sont conservés ici, ou plus encore. Voilà. Mais en quoi ça joue contre leur image, c'est justement ce côté compassé, provincial, un peu vieillot, un peu désuet. Donc quelque part, c'est leur début, ils se sont eux-mêmes opposés à ça. Hein. Plus tard, ils ont changé complètement, très vite en fait. Hein. Dès les années 50, quand ils collaborent, c'est pour changer, c'est pour briser ce moule-là. Mais bon, cette image reste quand même. Deuxième chose, et je sais qu'on en avait parlé avant, c'est pour ça que j'ai mis ça d'ailleurs. Donc c'est grâce à vous qu'on y vient, c'est le style. L'idée, je crois que vous vous posiez la question, quelle est votre question? Ce n'est pas une question sur le sujet, sur le style. En fait là, vous me dites qu'il faut redécouvrir les textes, enfin, c'est ce qu'on comprend là. Alors que... Mais je trouve que c'est un petit peu... Est-ce que c'est compliqué à lire? Enfin, c'est un style qui est assez... Moi j'ai essayé de relire juste pour préparer les quelques premiers chapitres d'Entre les morts, oui. En disant que c'est plus connu, je vais m'y retrouver. Enfin non, on ne s'y retrouve pas parce que c'est pas du tout le même... Oui, c'est sûr. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est un peu
si on le lit comme ça, avec, sans recul, si on n'est pas à la Bélico, c'est un style assez daté en fait. C'est un petit peu compliqué à lire, pas compliqué à comprendre, hein, mais on n'adhère pas immédiatement. Quand on lit beaucoup de polars de maintenant, en fait, ça ne s'écrit plus du tout de la même façon. Il y a une manière beaucoup plus télégraphique ou qui est peut-être pré-adaptation visuelle, mais là je trouvais que c'était un ton un peu démodé quelque part. Ouais, mais ça ne veut pas dire que l'histoire n'était pas du tout intéressante, hein. Ça n'a rien à voir. C'est qu'on est on n'est plus habitué, exactement. On est plutôt chez André Gide ou François Mauriac. Hein. Ah. Non, et je crois que c'est vrai, je crois que c'est conscient. Je pense que Narcejac écrit des romans littéraires. Alors, pour répondre à votre question sur la collaboration des deux, c'est vrai que c'est Narcejac qui écrit tout. En fait, il y a un moment, Narcejac a dit Boileau n'aura pas pu dire qu'il a écrit une seule ligne. Bon, il a dit ça après la mort de Boileau en même temps. Mais en même temps, Narcejac, c'est le professeur. Oui, il était professeur de philosophie, enfin de lettres et de philosophie. Il était professeur de lettres. Il préférait qu'on dise qu'il était professeur de philosophie, mais il n'était pas agrégé philosophie. Il enseignait les lettres. Et il avait la chance de pouvoir enseigner aussi la philosophie. Donc il se méfiait de tout ce que dit Narcejac. C'est pour ça que je dis il faut quand même tout prendre un peu avec des pincettes. Mais quand même là-dedans, c'est vrai que Narcejac, moi je pense que c'est un grand écrivain, c'est un écrivain quand même puissant, talentueux, qui décrit très bien les sujets de ses romans, qui se passent effectivement en province, qui décrivent la province, surtout de l'Ouest. Hein. Lui, il vient de l'Ouest de la France, c'est un enfant des Charentes, mais qui a grandi en Saintonge, qui a vécu à Nantes. Donc il décrit vraiment l'Ouest de la France, qui passe des vacances en Bretagne également dans la famille de sa femme, et qui décrit merveilleusement les atmosphères liquides. Alors il y a un roman très beau des années 80 qui s'appelle Les eaux dormantes, par exemple. Donc pour moi le style n'est pas un obstacle, mais alors je reviens à cette dia, et à ce que vous disiez, c'est pas un style de polar. Effectivement, si vous lisez beaucoup d'auteurs de polar, il n'écrit pas comme les auteurs de polar. Et là, cette citation, elle est d'un auteur de polar, mais d'ailleurs lui-même pas complètement reconnu en tant que tel. C'est Georges-Jean Arnaud, donc un des grands auteurs, un des grands piliers du Fleuve Noir, enfin, de tas de collections, hein, peut-être l'auteur le plus prolifique en fait, celui du XXe siècle, en France. Le contraire de Thomas Narcejac et Pierre Boileau, qui écrivent un roman par an, pas plus. Donc comme des écrivains littéraires, si on prend cette division éditoriale, ils n'écrivent pas de la littérature de genre, de collection, ils n'écrivent pas 5 polars par mois, par an, par mois quand même, comme Frédéric Dard, ou comme Sinon, à une certaine époque, ils écrivent un livre par an. Bon, donc la différence, donc voilà ce que dit Arnaud. Elle dit il y a un style qui enterre tout, celui de Boileau-Narcejac par exemple, ils cherchent à faire joli. Ils enrobent et finalement ils se répètent un peu. Les Américains, au contraire, ne cherchent pas un style, mais ils cherchent l'efficacité. Quand ils décrivent une société, on la sent, elle vit. Bon, on touche la réalité. Alors, c'est écrit en préface dans ces romans qui a justement un peu l'atmosphère des romans de Boileau-Narcejac, des fantômes, hein, une femme fantôme, une femme qui disparaît, donc c'est Tel un fantôme, un roman de 66, donc c'est déjà un petit peu après la grandeur Boileau-Narcejac, et qui a été réédité dans nouvelles éditions Oswald, hein, dans une collection qui fait une large place au néopolar. Voilà quelques livres de Arnaud. Et on se rend compte finalement que la critique d'Arnaud, qui est juste, hein, certainement, pour les lecteurs de polar, ne dit rien finalement des qualités littéraires de Boileau-Narcejac, et ne devra pas nous dissuader de lire Boileau-Narcejac du tout. Il dit la même chose plus ou moins de Sinon, c'est le même texte, c'est la même préface, hein, de la réédition. Alors il dit par exemple qu'il déteste Sinon. Il dit, alors qu'il était sous son influence. Le premier livre que j'ai écrit était très influencé par Sinon. Sinon tenait une telle place il y a 30 ans qu'il était impossible d'échapper à son influence. Mais il a rendu un très mauvais service au roman policier. Il a poussé à l'extrême ces tics d'atmosphère, de demi-teinte, de subtilité qui ont rendu le roman policier très difficile et à la limite inintéressant. Donc finalement la critique de... Pardon ? Voilà, c'est pas gentil et c'est pas vrai en fait. Et c'est la même que sur Boileau-Narcejac au fond, hein, c'est la critique de l'atmosphère. Donc voilà, je pense que c'est une question d'entrer dedans, et une fois qu'on est dedans, dans cette atmosphère, voilà. Et je crois que cette atmosphère elle crée vraiment beaucoup pour, donc voilà, c'est ce roman d'atmosphère. Alors là, voilà ce qu'il dit aussi, on voit bien, puisqu'il y a aussi un peu un côté idéologique quand même, hein. On lui demande est-ce que tu tiens à rencontrer, est-ce que tu connais personnellement Sinon, c'est toujours Arnaud qui parle. Non, j'y tiens absolument pas, parce qu'il a l'air abominablement réactionnaire.
le genre d'individu qui ne m'intéresse pas. Alors bon, on comprend donc qu'Arnaud campe sur ses positions, mais du coup ça met en contexte quand même son jugement littéraire de Simenon et de Narcejac, pour qui d'ailleurs le jugement idéologique, à mon avis, s'applique tout aussi bien qu'à Simenon, et voire plus en tout cas en ce qui concerne Narcejac. Hein. N'oublions pas quand même un grand conservatisme, voire même des idées réactionnaires chez Narcejac, qui explique certaines prises de position littéraires, notamment contre le roman américain. Il y a aussi un côté quand même conservateur, français, vieille France, qui pénètre là. Mais pour vous donner une idée peut-être de l'importance de l'atmosphère pour lui, alors c'est pas tiré d'un roman, c'est tiré d'un livre, lui aussi écrit complètement tout seul par Narcejac, qui s'appelle Tandem, qui revient sur leur collaboration. Alors même si le livre se présente comme un dialogue, en fait c'est Narcejac qui a tout écrit, les questions, les réponses, et même les questions du journaliste, parce qu'en principe il y a un journaliste dedans, donc une fois plus, c'est tout Narcejac. Et alors il parle justement de celle qui n'était plus, donc qui est devenue les diaboliques. Hein. Et il parle du personnage, du personnage principal, qui, je vous le rappelle, donc doit être la victime. Dans le roman, c'est l'homme qui est la victime, c'est Ravinel, hein, c'est pas la femme. C'est quelqu'un qui porte en lui un brouillard tenace, et le ton, c'est ce brouillard, ce feutré, cette inconsistance froide, où il perd pied et se décompose. Que son drame se déroule en hiver, par une période de brume intense, où n'existent que des silhouettes tout de suite effacées, et voilà l'effet de flou dont nous avions besoin. Brouillard en dedans, brouillard au dehors. Pas d'épouvante, pas de frisson, mais un lent et froid, délicieux. Je pense que l'atmosphère est complètement justifiée par ce genre de passage, et je crois qu'on la trouve transposée au cinéma admirablement chez Clouzot, mais enfin elle est différente. Ce froid, cette brume, on la trouve merveilleusement chez Narcejac et Boileau à l'écrit. On dit d'ailleurs que c'est ce qui a séduit Clouzot. Lorsqu'il a été séduit par le roman, l'histoire de l'adaptation, c'est que Vera Clouzot a fait lire la nuit à son mari 24 heures après la parution du roman, ce roman, en disant il faut que tu fasses un film de ça, et donc il a acheté les droits style 48 heures plus tard, ce qui a bien marié d'ailleurs Alfred Hitchcock, qui a eu la même idée mais qui est arrivé un peu plus tard. Et on lui a dit, désolé, les droits ont déjà été vendus à Clouzot, qui ensuite attendra 3 ans, 4 ans sans faire de film. Donc pendant ce temps-là, le Narcejac se disait, zut, si seulement Hitchcock. Et du coup, Hitchcock fera le prochain film, et il fera attendre lui aussi 3 ans, 4 ans. Donc ça c'est. Mais alors pourquoi Clouzot a dit oui, c'est que justement il aimait bien cette atmosphère-là. Il se disait, ça va me reposer de mes camions, de la dynamite, de tout ce qu'il avait fait pour le salaire de la peur avant. Bon, c'était quand même beaucoup de poussière, c'était quand même beaucoup. Là, ils se disaient, bon, ça serait quand même beaucoup plus plan-plan, beaucoup plus calme et beaucoup plus rafraîchissant. Alors, voilà donc ce que disent. Je suis conscient que je pourrais vous tenir 3 jours, 3 semaines. Ouais, très longtemps, donc vous me direz au bout d'un moment, et on passera aux questions directement. On a bien un temps, pour l'instant ça va, mais je ne vais pas non plus vous donner de référence. Hein, mais donc, voilà ce qu'ils disent finalement, là aussi en parlant de l'écriture littéraire dans le roman policier. Ils prennent l'exemple de William Irish, qui fait aussi quelque chose d'assez proche d'eux finalement, le suspense, hein, la découverte d'un trou, d'un tourment, ensuite qui va mettre les personnages dans une situation de plus en plus inextricable, un piège qui se referme, hein, des mâchoires qui vont les broyer. Et voilà. Donc voilà ce que dit, là encore c'est vraiment Narcejac qui écrit ça, mais donc voilà ce qu'il dit. Irish a renoncé pratiquement au problème pour miser sur le style. Nul ne sait mieux que lui peindre la vie nocturne, les rues vides, la détresse des êtres abandonnés, l'afflux de l'assassin. Il a un sens extraordinairement aiguisé de l'étrange, de l'insolite. C'est un grand poète de l'angoisse, un écrivain né qui a montré comment on doit écrire un roman policier. Donc il y a non seulement un désir littéraire de faire des romans, de réhabiliter le genre, c'est vraiment un peu le grand dada de Thomas Narcejac, mais aussi un peu Boileau, de faire du genre quelque chose de respectable, hein, un genre qui est un peu méprisé, le rendre convenable, littérairement. Voilà. Donc ils ont la même admiration pour les auteurs qui sont des auteurs littéraires, hein, Leroux, Simenon, Irish, ça c'est une chose qu'ils ne vont pas renier, et c'est une chose qu'ils ont toujours en commun. Alors derrière ces écrans, donc de vieux notables compassés, moi j'aimerais, et c'est l'idée de ce livre donc, chez Quartos, de montrer un peu
de rajeunir, de rafraîchir un peu voilà, pour les Narcejac. Après, je vous donne des images un peu plus jeunes. Alors, ils sont jamais vraiment jeunes, voilà, parce qu'ils avaient 40 ans quand même déjà quand ils se sont rencontrés. Hein. Ils se sont rencontrés grâce au prix du roman d'aventure justement qu'a eu Narcejac en 48. Et là, il y a toujours voilà, un repas qui est organisé par l'éditeur à la librairie des Champs-Élysées. Et c'est là qu'ils commencent à parler et la conversation va durer 40 ans. Hein, ne plus s'arrêter puisque Boileau meurt en 89 et à partir de ce moment-là, donc il décide que c'est très bien d'échanger des théories sur le roman policier, mais qu'il serait mieux d'écrire des romans policiers en commun, de mettre ces théories en commun. Et ça va leur prendre quand même plus longtemps parce qu'ils se rencontrent en 48. Et le premier vrai, je veux dire pourquoi, mais le premier vrai ne sort qu'en 52, donc il y a quand même 4 ans de latence hein, entre le moment où ils décident et le moment où ils font à leur satisfaction. Alors, donc voilà comment aussi le cinéma a un petit peu remplacé les textes. Vous voyez que dès les éditions, on a, je crois que on a l'édition originale ici oui, je crois que elle est là, il me semble. Okay. De Sueur froide, de celle qui n'était plus. Ouais. Voilà. Donc ça c'est l'édition originale. Et très vite, finalement, le cinéma va faire écran parce que le livre va être commercialisé avec les images du film, avec une couverture du film, que vous voyez ici avec Simone Signola, voire même avec le titre du film, sachant que le titre va disparaître, le titre donc de celle qui n'était plus, ça c'est encore une édition qui mentionne au-dessus déjà le titre du film, donc il y a une hiérarchie défavorable pour la littérature par rapport au cinéma, au-dessus on a le cinéma, en dessous on a la littérature, et puis finalement ensuite la littérature n'apparaît plus qu'entre parenthèses, celle qui n'était plus, et même par le même coup, finalement la littérature elle est niée 2 fois ici par l'éditeur, Gallimard pourtant, d'une part donc en déclassant le titre original du livre, et d'autre part en ignorant le titre qui est le titre d'une œuvre littéraire très connue de Barbey d'Aurevilly, Les Diaboliques, à qui on pique son titre comme s'il n'existait pas en somme, donc pour le remplacer par le titre du film. Et donc voilà les rééditions, et l'impact du cinéma, hein, on le trouve après dans toutes les rééditions, par exemple, qui nous montre qu'on est ici dans un réseau intermédiatique, si vous voulez, de circulation des textes, mais dans un contexte médiatique. Et là, au passage, je cite le livre de mes amis, le livre formidable de Mathieu Le Tourneux et Loïc Artiegas, aux origines de la pop culture, sur finalement le métier d'écrivain en régime médiatique, hein, en régime à partir des années 50-60, où vraiment le cinéma, et même un petit peu avant, le cinéma et les productions américaines, étrangères, impactent et vont avoir une influence considérable sur non seulement les écrits, mais la production même des textes et la circulation des textes. Voilà. Donc c'est ce qui se passe avec Boileau et Narcejac. Les Boileau et Narcejac ne sont pas forcément, quand on voit l'habitus de Narcejac au début, ne sont pas forcément les mieux placés, vu leur âge peut-être aussi, pour s'adapter, contrairement à des gens qui ont 20 ans de moins hein, de la génération d'après-guerre. Ils ne sont pas forcément les mieux placés pour s'adapter à ça, et pourtant c'est eux qui vont tirer le gros lot d'une certaine manière, avec Hitchcock hein, et avec d'autres auteurs. Donc quelque part, c'est quand même eux qui vont en profiter le plus. Hein, le cinéma va avoir un grand effet sur eux. Alors là, les images que je vous donne, c'est une nouvelle adaptation, celle de Chechnik des Diaboliques, donc, qui est juste sous le titre Diabolique cette fois-ci, de 96, avec, vous les avez reconnus, Isabelle Adjani et Sharon Stone dans le rôle de Vera Clouseau et de Simone Signola. Alors pour revenir à l'idée de revenir au texte, donc dans ce quarto chez Gallimard, on a sélectionné avec l'éditrice Aude Sirier 7 textes qui ont tous été adaptés au cinéma, qui ne sont pas les seuls à avoir été adaptés au cinéma, mais qui sont effectivement les plus connus, donc dont on peut penser qu'ils sont les meilleurs. Donc celles qui n'étaient plus, Les Visages de l'ombre, Entre les mains, Les Louves. Alors Les Visages de l'ombre, c'est intéressant, ça s'intercale entre les deux plus connus, et ça a donné un film très bon, un film noir anglais, mais qui n'est pas connu du tout. Voilà, les films noirs, souvent c'est des films de série qui ne sont pas toujours faciles de les voir. Les Louves, Les Magiciennes, Maléfice et donc les Victimes. Alors effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas retenu À cœur perdu, bien qu'il y ait eu beaucoup d'adaptations de Meurtre en 45 tours. Mais c'est justement parce que c'est dans le milieu du showbiz et que ça semblait, alors pour le coup, un petit peu daté celui-là. Voilà. Contrairement aux autres qui sont vraiment classiques, celui-là semblait vraiment un petit peu daté dans l'atmosphère des yéyés, même pré-yéyés.
Damien Darieux, Jean Servet et Michel Auclair. Exactement, ça c'est le film qui a été fait en 61, 62. Enfin voilà, oui, exactement. D'ailleurs, je vais vous montrer les images de Daniel Darieux. Donc voilà les adaptations donc, de ceux seulement que nous avons, que nous avons retenus. Donc il y a les deux adaptations donc, de Clouseau et de Chéchic. Les visages de l'ombre, donc Faces in the Dark, dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a eu une deuxième adaptation en téléfilm allemand. D'Entre les morts, donc c'est Hitchcock, mais il y a eu d'autres adaptations. Je vous dirai un mot si on a le temps. Je voulais vous montrer, il y a eu une adaptation en Inde, par exemple, en tamoul d'ailleurs, une adaptation chinoise, une adaptation à Montréal. Donc chaque fois, les scènes sont équivalentes. Alors vous avez dans le roman, c'est la Seine, dans Vertigo, c'est le Golden Gate, et c'est la baie de San Francisco, c'est le Saint-Laurent, bien sûr, quand, dans le téléfilm qui est au Québec, etc. Donc c'est assez intéressant de voir l'imaginaire qui s'adapte. Donc les loups, avec Jeanne Moreau, les magiciennes, Maléfice, les victimes. Alors pour les loups, j'espère. Ah voilà, justement, je vais la montrer ici. Donc vous voyez Jean Servet au premier rang, et derrière donc ces trois femmes maléfiques, hein, comme des araignées. Voilà le roman qui vont être donc derrière lui. Et voilà, ça se passe en plus pendant la guerre, pendant l'occupation, comme souvent. D'ailleurs, un des livres de Thomas Narcejac est souvent soit la mémoire de la guerre, soit un nœud d'intrigue qui se trouve pendant la guerre. C'est le cas d'Entre les morts, c'est le cas de la lèpre, c'est le cas de alors j'espère que dans l'édition quarto, mais je ne suis pas sûr, on aura la possibilité de mettre aussi une reproduction en ciné. Il y a eu des ciné-romans aussi, donc des images tirées du film, et c'est souvent très, très parlant hein, de voir ça avec quelques petits résumés du texte. Donc à défaut du film, on a un peu le film qui est paru dans la presse, donc les images qui ont accompagné les textes. C'est le texte raconté, condensé en 2 pages. Le roman condensé en 2 pages, avec des images. Maléfice, alors là aussi il y a plusieurs versions de Maléfice dont on peut dire que le personnage central c'est le paysage. Les victimes. Alors pareil, donc ce que j'ai montré tout à l'heure pour celle qui n'était plus, c'est pareil pour D'Entre les morts. Hein, pareil, les titres vont disparaître, vont être réinterprétés par les titres du cinéma, Sueur froide, même les images. Sur le roman, c'est les images du film. Hein, vous voyez le fameux plan de la tour de San Juan de Bautista qui se trouve ici, qui est un des plans les plus virtuoses de Hitchcock. Donc c'est devenu un peu une icône aussi du film, qui se retrouve sur le roman, etc. Et vous voyez donc que le roman est exploité soit sous le titre français du film, Sueur froide, soit sous le titre anglais même. Même dans d'autres pays que l'Angleterre, hein, donc, Vertigo, ou bien en Allemagne, c'est devenu Vertigo, etc. Et le titre finalement du film va être comme une espèce de présence, comme une ombre, comme un fantôme, parce que c'est vraiment le domaine des fantômes, toujours chez eux, qui va planer sur tous leurs autres textes, puisqu'il y a une collection chez De Noël qui va être créée, dans laquelle ils publieront tout le reste de leur œuvre, la collection Sueur froide. Enfin, pas tout de suite, mais à partir des années 60. Donc voilà leurs romans qui paraissent dans la fameuse collection Sueur froide, donc sous l'égide d'Hitchcock, finalement, de cette manière, sous les auspices encore d'Hitchcock. Et non seulement eux, mais cette fameuse école donc, du roman à suspense à la française. Donc je vais citer quelques noms tout à l'heure. J'aurais pu citer aussi Hubert Monteillet, Louis et Thomas, Laurence Auriol aussi. Et voilà donc Daniel Darieux, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et on voit que même donc, dans la collection de Noël, alors il y a une collection qui s'intercale chez de Noël avant Sueur froide, c'est la collection Crime Club, qui est d'ailleurs le nom d'une fameuse collection anglaise aussi chez Collins, de romans policiers. Et donc voilà, les livres sont exploités à la fois sous les titres de cinéma et sous les images de cinéma. Hein. Donc ça c'est les romans des années 60, donc Meurtre en 45 tours, les rééditions, hein, donc Sueur froide. Dans Maléfice, comme vous voyez sur la couverture, c'est Juliette Gréco hein, qui joue le rôle de la magicienne enchanteresse. Voilà.
bon, là encore, sans insister, voilà quelques-uns des autres films qui ont été adaptés, sans y revenir trop. Les Eaux dormantes, donc ce très beau roman dont on parlait tout à l'heure, qui est devenu un film de Jacques Truffaut que peu de gens ont vu, malheureusement. Maldon, un film avec Robert Hossein, c'est une histoire de nazis, encore une fois, une histoire d'espions, de personnages qui se font passer pour quelqu'un d'autre. Là aussi quelque chose d'assez intéressant, mais pas un grand film, je crois. Voilà quelques images donc de ces films. Les Magiciennes, alors qui est repris dans le Quarto aussi, une histoire de musical et de cirque, qui est un domaine qui est important pour eux. Voilà, alors il y a parfois des films vraiment de séries complètement B ou Z. Alors, Body Parts, ça c'est vraiment un film d'horreur assez mauvais, hein, faut bien le dire. Mais il y a parfois, même dans de mauvais films, vous pouvez avoir de bons acteurs. Si on regarde après la liste des acteurs qui ont joué pour eux, donc on peut voir des gens comme Pierce Brosnan, par exemple, Sharon Stone, etc. Donc même si les films sont pas très intéressants, il est intéressant de les regarder pour leur distribution. Et puis, alors j'ai mis celui-là qui est un film dont on a reproduit le scénario dans le Quarto aussi, Les Yeux sans visage. Alors c'est pas un film adapté d'un de leurs romans, mais c'est un film au scénario duquel ils ont collaboré. Le roman est de Jean Redon, il est paru dans la collection Angoisse du Fleuve Noir. Jean Redon n'est pas un auteur très connu parce qu'il est très peu publié, c'est d'ailleurs essentiellement un assez rare roman, qui est d'ailleurs dédié à Frédéric Dard. Il y a eu des spéculations, mais c'est pas le cas, hein. C'est pas Frédéric Dard qui l'a écrit, mais il est... On l'a dit, on l'a beaucoup dit, mais ça lui est juste dédié. Et c'est vrai que parfois Frédéric Dard se dédiait lui-même les romans qu'il écrivait sous pseudonyme. C'est une manière de mettre la patte du maître. C'est pas le cas, je pense, de celui-là du tout. En tout cas, Frédéric Dard et d'ailleurs Jean Redon a été impliqué dans l'adaptation du film de Franju, donc Les Yeux sans visage, qui est un film merveilleux, bien sûr, vraiment un des piliers du cinéma gothique, d'horreur à la française. Et vraiment, là aussi, un univers très Boileau-Narcejac. Et peut-être pour une raison générationnelle, peut-être pour une raison d'héritage du surréalisme. On sent que Franju, qui lui-même est très adepte de feuillade, hein, il a fait des adaptations, il a fait Judex par exemple, hein, de feuillade, lui-même, et donc il est très client de ce surréalisme de la rue, de ce surréalisme populaire tel qu'on le voit chez Feuillade et dans les serials. Il a trouvé la même chose parce qu'il partageait le même imaginaire qu'eux en fait. Et donc ils ont fait plusieurs films ensemble, mais le seul qui soit vraiment réussi, je pense, c'est celui-là. Je pense que ils ont fait des collaborations, ils ont fait un autre film qui n'a pas eu tellement de succès avec Pierre Brasseur qui s'appelle Plein feu sur l'assassin, qui lui aussi est très onirique, qui représente des atmosphères, des châteaux hantés, des légendes, des malédictions, tout dans l'ouest de la France, en Bretagne. Le film est très beau, hein, il est visuellement très beau. L'histoire hésite, c'est l'histoire à la Agatha Christie, je le dis de toute manière, hein, donc ça hésite entre plusieurs choses, entre l'ironie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une chanson aussi de... Les yeux sans visage. Oui, alors Les Yeux sans visage, donc, ça c'est classique. Alors, je crois donc qu'un autre écran, ça a été justement la personnalité encombrante de Hitchcock, et sa conception de suspense finalement. Hein, le maître du suspense, c'est finalement pas eux, c'est quand même Hitchcock dans leur collaboration. Hitchcock, c'est vrai, c'est pas beaucoup inspiré d'eux. Enfin, ils ont eu leur mot à dire, mais ils n'ont pas été trop écoutés. Et Hitchcock n'en a fait vraiment qu'à sa tête. Et c'est pas eux qui écrivent le scénario. Hein. Il a d'ailleurs épuisé 3 scénarios différents, hein, pour arriver finalement au scénario de Vertigo. Enfin, ça n'a pas été facile. Et d'ailleurs, Hitchcock, comme vous le savez, a retiré son film. Hein. Pendant plus de 10 ans, il était impossible de voir Vertigo. Et ça, il avait été d'ailleurs un flop, hein, quand il est sorti. Pour nous, évidemment, on en est encore à l'idée que c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma, parce que ça a été effectivement reconnu par certains classements. Le British Film Institute, par exemple, hein, disait que c'était le film numéro 1 devant Citizen, etc. Mais pour Hitchcock, c'était commercialement un échec. Hein, les critiques ne l'ont pas aimé, le public n'a pas suivi, et il a fallu du temps pour que le film soit repris. Et finalement, dans cette histoire, celui qui apparaît comme un auteur, on le voit ici avec Truffaut, c'est justement Hitchcock. C'est Hitchcock que tout le cinéma français reconnaît comme un auteur. À l'époque, c'est effectivement un auteur donc à suspense. Alors le suspense, c'est vu comme quelque chose de commercial, comme quelque chose de pas forcément très artistique.
Et la réhabilitation, grâce à la nouvelle vague, hein, notamment, il y a le livre de Romer et Chabrol, qui est un des premiers livres aussi sur Hitchcock. Il y a les numéros des cahiers du cinéma, pas un, mais 3. Hein, il y a surtout le grand livre de Truffaut, hein, qui est un excellent livre sur. Ça, c'est la version anglaise. Il y a tous les gens qui vont collaborer à la légitimation critique. Alors j'ai mis quelques noms, j'ai mis quelques images, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il y a une légitimation critique, en France notamment, de Hitchcock en tant qu'auteur, qui éclipse un petit peu, donc voilà Narcejac, qui apparaissent finalement, qui se perdent un peu dans la masse des auteurs adaptés par Hitchcock. Et c'est vrai qu'il a adapté beaucoup d'auteurs, hein, Daphné du Maurier plusieurs fois, Patricia Highsmith, bien sûr, etc. Hein, vous les avez ici. Et donc, voilà Narcejac parmi d'autres. Alors, hein, vous avez William Irish, vous avez Robert Bloch aussi. Et sur cette collaboration donc, inégale entre finalement celui qui est en train d'être reconnu comme un maître et des auteurs qui ne sont pas encore complètement reconnus en tant que tels et qui vont essayer pendant toute leur carrière de l'être, il y a finalement cette idée du suspense que Hitchcock va complètement changer. Pour lui, donc, il a défini le suspense comme une bombe, une horloge et une bombe. Finalement, il faut qu'on ait une bombe qui va exploser et une horloge qui nous indique quand elle va exploser. Il prend l'exemple très connu de Saboteur. Donc on a un colis dont on sait qu'il y a une bombe dedans, et ce que dit Hitchcock, il dit voilà, si on fait exploser la bombe sans que le public sache ce qu'il y a dedans, on créera un effet de surprise qui va durer 5 secondes. Mais si le public sait qu'il y a une bombe sur la table, alors on va tenir le public en haleine tout le temps avant que la bombe n'explose, et même elle n'est pas obligée d'exploser parce que le public sera en haleine à cause de ça. Et donc toute scène est réinterprétée à cause de ça. Et là, je crois qu'on voit une grande différence parce que c'est ce qu'il va faire dans Vertigo. Dans Vertigo, contrairement au roman, dans le roman, c'est vrai qu'on apprend qu'à la fin, finalement, qu'il y a une identité entre les deux, entre les deux femmes, que l'une et l'autre. Dans le film Vertigo, le personnage du détective en sait moins que nous. C'est-à-dire qu'on apprend très vite, finalement, qui est Madeleine. Donc à la moitié du film, le spectateur sait. Mais du coup, le suspense, ça va être attente du moment où le détective va découvrir la vérité et comment est-ce qu'il va réagir. Donc il y a eu une espèce d'adaptation du suspense à la Hitchcock pour remplacer le suspense qui était, j'allais dire, le suspense à la Clouseau. Parce que pour Clouseau aussi, il y avait une définition du suspense qui était justement toute différente. Le suspense n'était révélé qu'à la fin. C'était un moment donc, de surprise qui devait terrifier les spectateurs et les faire crier d'horreur. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la fameuse scène de la baignoire, hein, où Paul Maurice sort. Effectivement, il y a des gens qui crient d'horreur, qui défaillent et qui s'évanouissent. Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on peut lire dans la presse à cette époque. Donc là, on passe, si vous voulez, et c'est rageant pour des théoriciens comme eux, d'une définition de suspense qui n'est pas la leur avec Clouseau, à une définition de suspense qui n'est pas la leur non plus avec Hitchcock. Mais Clouseau prenait sa définition très au sérieux, puisque Clouseau faisait circuler avant, donc dans les salles de cinéma, des consignes aux exploitants de salles en leur disant, par exemple, de fermer les portes. Il était impossible d'entrer dans le film en cours et il ne fallait pas non plus pouvoir en ressortir avant la fin. Donc les projections étaient très importantes et il fallait aussi ne pas en parler. Alors il y avait certaines consignes qui étaient données surtout, donc ne dites pas si vous avez, je ne sais pas si ça voilà, don't reveal the ending, hein, ça c'est une exploitation anglaise, surtout ne dites pas la fin. Donc l'idée que le suspense reposait vraiment sur le retournement de situation finale. Ce que Hitchcock donc, a démontré avec brio n'était pas du tout la base du suspense. Alors, donc je vais un petit peu vite parce que je suis conscient du temps, je vous montre simplement quelques-uns de ces extraits des consignes de Clouseau. Le chef-d'œuvre du suspense, il faut le voir intégralement depuis la première image. Les portes seront donc fermées dès le début du film. Voilà, donc dans l'intérêt des spectateurs et pour la première fois, les portes seront fermées dès le début du film. Bon, donc voilà les consignes. Et lorsque paraît Sueur froide, donc en décembre 58, on nous dit, ben là, il y a une nouvelle définition. Alors c'est pas si clair finalement, mais l'idée c'est que
le suspense a été redéfini par Hitchcock à ce moment-là. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a eu une leçon de suspense qui a été donnée par Hitchcock au maître du suspense français, Boileau Narcejac. Donc une espèce de hiérarchie inégale en défaveur des écrivains, en défaveur des Français, à l'avantage du maître anglais et hollywoodien. Voilà. Mais il paraît qu'à la sortie de Psychose, il y avait aussi cette consigne-là donnée par Hitchcock de ne pas venir quand le film avait commencé et exactement ce que vous disiez. Donc c'est la jurisprudence Clouseau. C'est la jurisprudence Clouseau. L'idée de Clouseau. Alors cette idée, c'est l'opposition finalement entre le mystère et le suspense, hein, d'une certaine manière. Donc pour Hitchcock, le mystère c'est un processus intellectuel, mais le suspense c'est quand le spectateur en sait plus. Hein. Donc selon qu'il fait quelque chose fondé sur le mystère ou sur le suspense, il peut effectivement varier. C'était pour Psychose, donc c'est pour Psychose, c'est pas le film, mais c'est ça. Et on ne sait pas là pour le coup. Ah oui, c'est la scène de la femme, de la mère qu'on révèle. C'est aussi Mais bon, là, je crois qu'on ne peut pas divulgacher. c'est aussi le ressort des Colombo, le spectateur. La dernière minute, la dernière question ultime. Ultime question. Donc voilà. Donc je passe un petit peu plus vite pour dire ce qu'en tirent donc, ces auteurs. Alors c'est un débat qui est un débat international, hein, de toute façon, il y a, donc, et intermédiatique, justement, puisqu'on a Hitchcock, on a Clouseau, on a des écrivains, mais on a d'autres auteurs qu'on a cités déjà. Highsmith, Patricia Highsmith, auteur américain, William Irish, hein, tout ça c'est des maîtres du suspense. Avant, ou en même temps, Patricia Highsmith écrit un peu avant, elle est plus jeune qu'eux, mais elle écrit un peu avant Boileau Narcejac, donc elle les devance d'une certaine manière, hein, avec Ripley. D'ailleurs, Hitchcock adapte Patricia Highsmith avant d'adapter Stranger in the Train, hein, ça c'est des 51, je crois, hein, alors que, hein, enfin en tout cas c'est cette époque-là. En tout cas, c'est avant eux, en tout cas, avant même qu'ils n'aient écrit ensemble, qu'ils n'aient publié ensemble. Bon. Oui. Donc là où ils s'accordent, finalement, là où Boileau Narcejac se retrouve avec Hitchcock et avec Clouseau aussi. Hein. Clouseau, c'est quand même le grand mélodramatique, hein, ce moment. C'est presque du grand guignol, on l'a beaucoup reproché d'ailleurs à Clouseau. Cette scène pourrait être ridicule aussi d'une certaine manière, hein, s'il était au grand guignol, s'il n'y avait pas toute la virtuosité de Meurice et de Clouseau. Bon. Donc c'est l'émotion. Le suspense ne repose pas du tout sur un processus intellectuel, mais sur un processus émotif, sur une réaction des sens. Alors parmi ces auteurs donc, qui exploitent le suspense, on peut citer aussi des auteurs, ça c'est l'édition de la Library of America, des auteurs féminins, donc c'est souvent des femmes qui écrivent des suspens. Alors Vera Caspary, l'auteur de Laura par exemple, Dorothy Hughes, Elizabeth Holding, Margaret Miller, Dolores Hitchens, bon, etc. Hein, donc voilà des femmes qui ont devancé, là encore, Boileau Narcejac dans l'écriture de romans à suspense, fondés souvent aussi sur l'intérieur, sur des atmosphères confinées, sur des machinations cuites. Donc le suspense, ça consiste à raconter une histoire, nous dit donc Boileau Narcejac, une histoire extrêmement simple en jouant sur les nerfs du spectateur, tandis que le roman d'énigme consiste à raconter une histoire extrêmement compliquée en s'adressant exclusivement à la réflexion du spectateur. Donc là, ils veulent créer un nouveau genre finalement de roman policier qui soit ni du roman noir ni du roman d'énigme. Ils veulent se démarquer de leur passé d'auteur de romans policiers à détective, le roman d'énigme du Masque, de la librairie des Champs-Élysées. Ils refusent la série noire, hein, c'est le Masque ne peut, la série noire ne saurait, mais je veux faire donc du roman à suspense. Hein, donc c'est la troisième voie du roman policier donc, qui propose en faisant reconnaître donc, des auteurs américains qui les ont prédécédés. Et d'ailleurs, il y a une édition, il y a une collection qui les précède chez Gallimard, c'est la collection, la fameuse série Blême. Fameuse surtout en tant que série qui n'a pas eu le même succès que la série noire, hein, puisqu'elle ne dure que 2 ans en fait. Hein, la série Blême n'imprime que 24 titres, je crois, il y a très peu de titres, mais beaucoup de ces titres sont des chefs-d'œuvre, sont des classiques absolus. Hein, il y a David Goodis, il y a William Irish, c'est le roman à suspense qu'on peut trouver là. Donc voilà par exemple des auteurs donc, qui paraissent
des auteurs à suspense qui les précèdent et qui paraissent donc en France, en traduction. Et il y a même une collection chez De Noël d'ailleurs, une collection qui est importée de Gallimard par l'éditeur de la série noire, qui est Duhamel. Et Duhamel va créer la collection Oscar, qui est une collection qui va reprendre beaucoup de romans à suspense, de romans américains à suspense qu'on trouve ici. Donc c'est une collection aussi qui est assez brève, comme la série Blême, hein, décidément. Les séries à suspense ne prennent pas avant Thomas et Narcejac, hein, avant Boileau et Narcejac. Ils vont réussir, eux, à continuer ça jusqu'à la fin, de leur carrière. Donc, mais pendant ces quelques années, donc voilà quelques. Alors, Hopley, c'est de nouveau William Irish, hein, sous un autre pseudonyme. Donc voilà ce que publie Marcel Duhamel, donc quelques-uns de ces romans qui sont souvent donc, adaptés de romans américains de la collection Gold Medal, mais on voit ici que ce qui compte, c'est la couverture, c'est l'univers visuel plus que l'univers de l'auteur. Par exemple, Au coin d'un bois, donc chez Oscar d'Anthony Gilbert, reprend un tout autre livre d'un tout autre auteur, de John D. MacDonald, Murder for the Bride, qui était dans la collection. Par contre, c'est l'univers visuel, l'univers de la couverture dans lequel on exploite le genre. Pareil pour de nouveau William Irish, George Hopley. Fright est traduit, donc ici j'ai vu rouge, mais avec un autre roman qui n'a rien à voir, dont on a simplement repris la couverture. Alors pour aller vite, donc on peut voir quelques graphiques qui montrent comment le suspense, à cette époque de Boileau et Narcejac, se développe. C'est des Google Ngrams, donc c'est fondé simplement sur des masses de textes par Google. Si on interroge donc l'évolution du mot suspense dans la fiction de langue anglaise, on voit très bien qu'il y a un pic après les années 40 qui monte pendant les années 60 et puis pour ensuite baisser, concurrencé par le thriller. Donc, si on voit les courbes du thriller et du suspense, on voit que le thriller a fini par supplanter au XXIe siècle le roman à suspense. Bon, on peut continuer comme ça, Mystery, mais bon, Mystery c'est un peu plus difficile à même, parce qu'on est beaucoup plus polysémique. Voilà, bon, ça, peu importe. Dans ces années 50, il y a une revue qui elle aussi est assez éphémère, c'est la revue Suspense qui va être éditée par les éditions Opta où se trouve leur agent, Maurice Renaud, donc ils sont assez proches de ce milieu donc du suspense, donc quelque part c'est encore leur famille, qui reprend un magazine américain qui s'appelle le magazine Manhunt, et dans lequel il y a effectivement beaucoup de ces auteurs-là, comme David Goodis, Stanley Gardner, William Irish qui publient et qui sont repris donc, dans la version française, donc dans la revue française Suspense. Je crois que le premier numéro c'est dans les années 56, en février 56, donc voilà où ça se passe. Tout ça dans l'idée de mettre fin au roman d'énigmes tout en concurrençant la série noire. La série noire, c'est la forme dominante dans ces années 50. Par contre, le roman d'énigmes, voilà ce qu'en dit Narcejac, justement dans ce livre où il attaque la série noire et dit qu'il comprend le succès de la série noire par la faiblesse de l'autre, par la faiblesse du roman anglais. Donc c'est anglais contre américain, vu par des Français qui veulent trouver une troisième voie, si vous voulez, entre les deux. Voilà le roman anglais, selon lui. Évidemment, il y a des Anglais qui écrivent des romans noirs, comme Peter Cheney et Chase, il y a des Américains qui écrivent des romans de mystère, évidemment, même parmi les plus connus. Mais voilà ce que dit donc Narcejac dans La fin d'un bluff, qui est un pamphlet publié en 1949 contre la série noire essentiellement. Le roman anglais traditionnel, avec ses lords misanthropes, ses châteaux à fantômes, ses sombres secrets de famille, ses maîtres d'hôtel trop stylés, ses notaires à la Dickens et ses détectives tatillons, est devenu suranné et même irritant. Roman du monde où l'on s'ennuie, roman de classe, roman snob, toujours l'argent, le crime d'argent. Oui, nous avons besoin d'un roman policier plus aéré, ouvert sur le monde et ses drames. Bon, ça, Chandler l'a déjà dit dans les années 30 en fait. Il faut que le roman policier soit confié à des gens qui commettent des crimes pour une véritable raison sociale et qui parlent comme on s'exprime dans la rue. Mais le constat est là, le roman policier classique donc, a définitivement dépassé. Ce qui reste, c'est l'énigme dans son rapport vivant avec l'angoisse. Donc, écrire des romans policiers, ça doit être écrire des romans d'angoisse. C'est théorisé donc, dans 3 livres importants
de Narcejac seul, avant d'avoir rencontré Boileau, hein, les trois. L'esthétique du roman policier, qui paraît en 1947, et que lit Boileau, qui lui s'attaque quand même au roman d'énigmes, hein, en montrant donc, les limites atteintes par le roman d'énigmes qui est devenu un jeu pour l'esprit, donc désubstantialisé, ce qui manque de sang, exemple, hein, d'une certaine manière, c'est un puzzle, hein, c'est un jeu. La fin d'un bluff, qui s'en prend au roman américain, il y en a marre, ici. Donc, et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est la précaution pour employer leur vocabulaire. Parce que là, on s'attache vraiment à c'est une distinction sociale, il y a presque un racisme de classe hein, chez Narcejac contre le roman américain. Et donc un roman, alors qu'il est un essai qu'il consacre à un auteur qu'il admire et qui va beaucoup influencer son écriture, c'est Simenon. Et d'ailleurs, il écrit tout de suite après un de ses romans qu'il écrit seul qui s'appelle 10 de Der, qui est très sinonien, que la critique a reconnu comme évidemment influencé par Simenon, ce qui n'est pas étonnant, vu que à la fois c'est un très bon pasticheur et en même temps il vivait en osmose avec Simenon, puisqu'il écrivait une étude sur Simenon. Donc il y a plusieurs romans très sinoniens qui sont un peu l'équivalent des romans durs, si vous voulez, avant vraiment d'avoir le succès du cinéma, hein, donc qui vient après 1955. Narcejac essaie d'écrire seul des romans qui sont des romans durs à la Simenon, en fait. Hein, voilà. Donc il y en a un qui s'appelle le Grand Métier, il y en a un qui s'appelle Le Mauvais Cheval. Donc c'est des romans sans Boileau. Hein. Même s'il connaît Boileau déjà à cette époque-là, ils sont déjà en train d'essayer, mais par ailleurs il écrit des romans. Et ça, il va arrêter, à mon avis, à cause du cinéma. Le succès au cinéma est tel, il voit bien que là est l'avenir, et à partir de ce moment-là, tout ce qui est œuvre dérivée va devenir plus important pour lui. Et il abandonne vraiment cette écriture sinonienne de roman dur. Alors, encore une définition de suspense avant vraiment de passer à autre chose, parce que je dois déjà arriver à dire encore 2-3 choses sur le quarto lui-même. Donc voilà ce qu'est le suspense voilà une définition qu'il en donne. Menace, attente, poursuite. Telles sont les 3 composantes du suspense. Dans le suspense, ce qui est suspendu, c'est le temps. C'est la menace qui transforme le temps en durée, tout doucement vécu. Alors ça, c'est un peu ce qu'on disait sur le style, finalement. C'est vrai que c'est un style qui crée cette atmosphère, qui crée cette temps. C'est pour ça que ces livres accélèrent petit à petit. Au début, c'est vrai que c'est lent. Oui. Et c'est parce que c'est une écriture de l'attente. Hein, on attend un événement. Et après, plus le piège se referme, plus l'écriture accélère. Hein, donc c'est des romans à accélération. Voilà. La menace qui transforme le temps en durée, tout doucement vécu, l'attente est cette durée ralentie à l'extrême et par la même torturante. La poursuite, c'est du temps réaccéléré, aboutissant à l'espèce de spasme où la vie se défait. Ce rapport entre le temps et l'émotion a quelque chose de très nouveau, qui n'était pas étranger au roman Problème découvert par Poe, même pour ne lui accorder qu'une valeur esthétique. Voilà, alors ils sont publiés au début donc, dans une collection qui s'appelle Les meilleurs romans policiers français. Donc voilà quelques-uns de leurs... toujours chez De Noël, hein, bien sûr, ils sont publiés à De Noël. Donc il y a vraiment cette idée donc, de faire une école française du suspense là. Alors si on voit qui sont les meilleurs romans policiers français, c'est clair que il n'y a aucun des grands auteurs de romans policiers français, à part justement Boileau et Narcejac, hein, Cécile Saint-Laurent, qui est bon, Jacques Laurent, évidemment un grand auteur, mais pas forcément un grand auteur de romans policiers. Voilà, n'en rajoutons pas. Voilà quelques. Alors, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de romans de Paul Narcejac qui paraissent dans cette collection, et ça, effectivement, donc ils sont un peu une grande collection. Ils sont les meilleurs romans policiers à eux tout seuls, les meilleurs romans policiers français à eux deux, on va dire. Voilà. Donc, passons un petit peu sur ça pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, finalement, sur le rapport entre 2 écrivains qui écrivent à distance. L'un vivait à Nantes, était professeur de philosophie à Nantes, et ça j'ai découvert des choses intéressantes. Et l'autre vivait à Paris, donc Pierre Boileau. L'un était professeur de philosophie jusqu'en 67, je crois qu'il a pris sa retraite en 67. L'autre était écrivain de métier, hein, il n'avait pas d'autre métier, mais il écrivait beaucoup. Et il correspondait donc par téléphone et par lettre. Donc ils s'écrivaient une lettre par jour, parfois 2 lettres par jour, c'est intéressant, parfois on revoit donc, dans leurs archives, le même jour ils ont pu s'envoyer des lettres. Donc c'est la Poste qui achemine finalement les états du roman, les morceaux préparatoires. Alors, dans le Quattro, on a publié certains de ces échanges autour du cinéma, parce qu'ils travaillaient sur un scénario ensemble, notamment un film pour Chabrol qui n'aura pas lieu, qui ne sera pas tourné, mais pour montrer comment ils vont... Et ça a duré près de 40 ans. Alors, ça n'a pas duré 40 ans sous cette forme-là. Ça a duré la collaboration, oui, près de 40 ans.
Mais par contre, à partir de 67, quand il prend sa retraite, Narcejac, il divorce aussi et il quitte complètement Nantes. Il s'établit avec sa nouvelle femme dans le sud, à Nice. Et Boileau, qui prend sa retraite aussi, s'établit au bord de la mer, à Sanary-sur-Mer. Et donc, ils sont voisins. Et donc là, au lieu de la poste, c'est le train. Ça reste le service public. Hein. mais c'est le train. Voilà, ils prennent le train pour communiquer. Alors, il y a un film à la télé qu'on voit à une époque, un documentaire. Dans les années 80, ils sont déjà assez vieux et chenus l'un et l'autre. Et donc, on voit Boileau, Guiret, qui quitte son. Narcejac Guiret qui quitte son appartement pour aller voir Boileau, Guiret lui aussi, et au bord de la mer, et ils échangent des idées comme ça. Donc c'est plus facile après, alors c'est paradoxal parce que c'est plus facile après les années 70, mais l'essentiel de leur œuvre est fini à ce moment-là. Donc la difficulté les a vraiment stimulés. Mais d'ailleurs c'est un peu mis en abîme ça aussi dans celle qui n'était plus, parce que le crime, l'alibi doit être à Nantes. Hein. Il faut qu'à un moment le personnage aille à Nantes pendant que le crime est commis en banlieue parisienne. Hein. Donc ils ont joué là-dessus. Voilà. Alors, savoir qui a fait quoi, donc c'est toujours un petit peu la question. L'idée, hein, c'est que l'ingénieur, l'horloger, le grand horloger même, c'est Pierre Boileau, et la mise en forme, c'est Narcejac. Narcejac écrit tout, donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il est responsable du texte écrit. Mais par contre, il ne tape pas. On voit bien dans les archives, et j'ai trouvé 50 caisses d'archives à l'IMEX, donc il y a beaucoup d'archives encore, mais tout est manuscrit hein, de Narcejac, il écrit tout à la main. Donc c'est Boileau qui tape. Donc Boileau est quelque part aussi le secrétaire de Narcejac. Et ça c'est intéressant parce que Narcejac finalement a beaucoup travaillé en collaboration. Il a travaillé aussi avec Serge Arquette, ils ont écrit des romans policiers, Slim, hein, Slim Regan, qui fait penser à un personnage de Peter Chenet qui s'appelait Slim Callahan. Donc d'une part, il professe détester complètement les personnages de Peter Chenet, mais il crée un personnage de Peter Chenet, Slim Regan, avec un auteur qui est le premier auteur publié dans la série noire. Serge Arquette, c'est Terry Stewart, son ami. Donc le double jeu est permanent hein, chez Narcejac là aussi. Et donc il travaille même avec Léo Mallet. Dans cette fameuse série d'Escrime, Léo Mallet a écrit un des livres, un moment où Arquette n'était pas disponible. Et il dit très bien à Mallet, je l'ai reproduit d'ailleurs, ce qu'il veut qu'il fasse. Donc il dit qu'en fait, dans quelque part, il dirige Mallet, qui a commencé l'inventeur du roman noir en France, hein, c'est-à-dire le premier auteur vraiment de roman noir, Alexandre de la Garde, etc. Bon. Qui a un prestige plus grand hein, que Narcejac à cette époque. Alors, ce qu'on trouve donc, dans les archives, et ces archives sont notamment à l'IMEC, c'est les carnets de notes. Le carnet de notes de Pierre Boileau est très intéressant parce qu'il nous dit exactement ce qu'a fait Pierre Boileau, par exemple, pour Vertigo. Et là, on a l'impression qu'on voit déjà Vertigo si on lit ça. Alors voilà le prétexte. Alors les carnets de notes, c'est deux carnets, un carnet noir, un carnet blanc, que Boileau a tenu durant toute son existence, toute sa vie. Je suis un petit peu, on est presque. D'accord, ça marche. Donc qu'il a tenu toute sa vie, sans date. Alors c'est difficile de dater, sinon par le fait donc, de l'antériorité. Alors c'est des gribouillis, il y a beaucoup de ratures, il y a beaucoup de bifures en disant ça a déjà été fait, ça on s'en a déjà servi. Il y a donc des choses qui sont soulignées, c'est très intéressant visuellement aussi. Il y a des liasses de notes qui sont rajoutées entre les pages. Et voilà ce qu'il dit, alors par exemple, donc, vous allez reconnaître l'histoire. Un type charge sous un prétexte quelconque un policier privé de surveiller sa femme. Le policier prend la femme en filature, elle le conduit à la Seine, se jette à l'eau, près d'un pont. Un peu plus tard, on repêche le corps. Le suicide est évident. Or, le type voulait se débarrasser de sa femme pour épouser la sœur de celle-ci. Voilà. Bon, vous avez reconnu le roman. Hein. Mais c'est étonnant de voir qu'effectivement, c'est déjà sorti tout armé finalement du cerveau de Pierre Boileau, sans intervention de Narcejac, parce que là c'est vraiment juste. C'est quel roman? Alors c'est Vertigo, c'est d'entre les morts. Hein. Le jour de sa filature, donc sa sœur s'est substituée à la femme, donc substitution, vague ressemblance physique et vêtements identiques. Le vêtement, hein, c'est même Hitchcock. Quoi. En fait, Hitchcock reprend ça plus ou moins. Hein. Ça se retrouve tout ça dans le film Hitchcock, hein. Avec des variantes, bien sûr, c'est pas la sœur, tout ça. Mais comment les policiers ne s'y seraient-ils pas trompés, d'autant que les complices avaient mis au point tous les détails, le lieu d'où devait sortir la femme, etc. La sœur, excellente nageuse, a filé sous le pont et a regagné la berge où l'attendait le type qui venait au même endroit de planter sa femme à l'eau, d'où le corps retrouvé. Bon, ça c'est que la mise en... Alors,
c'est pas le nœud, hein. On sait bien dans Vertigo, le vrai crime il apparaît pas dans l'eau, il y a eu, c'est une répétition si vous voulez dans l'eau. Le vrai crime c'est la chute hein, depuis le beffroi de la mission. Mais bon, le témoignage du policier, le policier a été témoin du suicide, il ne peut soupçonner la substitution. Peut-être le mari avait-il exprimé des craintes quant à l'état mental de sa femme, ça c'est les hallucinations de Madeleine, ce qui justifierait à la fois l'intervention du policier et le suicide. Voilà. D'accord. Donc on a, on a tout ça qui est là, et on a donc cette fameuse scène que vous pouvez retrouver ici. Alors si j'arrive à suivre le lien, je pense que ça va marcher. Parce que ça marchait tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est mon dossier qui est trop lourd. Ah oui, bon, bah, bon. D'accord. Là, je vais mettre ça, mais... on va voir si ça marche comme ça. Bon, j'aurais dû essayer de le faire avant, là, je suis pas sûr que ça marche, mais bon. De toute façon, cette scène elle est tellement connue qu'au fond, d'une certaine manière, je peux me possible de la montrer, mais... Alors, vous étiez sur Firefox, hein, c'est ça, ça me dit. Je vais la chercher un peu, c'est plus simple. Voilà. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que donc, dans l'imaginaire de Pierre Boileau, on a cette scène que Hitchcock va filmer avec bien sûr quelques variantes, mais voilà, on n'est pas obligé d'avoir un entier. Mais... C'est 1 minute. Hein. Hein? Il disait que c'était 1 minute seulement. Oui, c'est juste 1 minute, oui, je sais. Non, merci. Bon, oui, c'est pas long. C'est juste pour qu'il ne soit pas dit qu'on n'aura pas vu du film. Et voilà. Bon, voilà la scène, et ce qui est amusant, c'est de la mettre en parallèle avec la scène
du film Tamoul, qui donc, date de quelques années plus tard. Donc Hitchcock fait Vertigo en 58, et ce film-là, attendez, alors, il faut que je revienne à la présentation, et est-ce que je vois un peu coller. Je pense que c'est un épisode. Sur Mozilla. Ah là là, ça marche pas, ça marche pas. Je vais essayer quelque chose. Le film Oui. a le même titre. Ben, c'est le problème, c'est que. Ça s'appelle Vertigo aussi. Voilà, là ça va marcher différemment. Voilà, alors voilà le film. Donc le film est en intégralité, donc vous pouvez le voir entièrement sur YouTube. Hein. Mais alors, ça se situe au 7e siècle, dans une légende tamoule, mais c'est plutôt la même structure, hein, parce que ignorant ce discours parasite, la femme a des hallucinations, donc qui la ramène, elle n'est pas une nonne qui s'est suicidée comme dans Vertigo, elle est, qui d'ailleurs se passe dans le roman, c'est à Saintes hein, que ça se passe, dans la ville où a vécu, ou avec Nurse Jacques, hein, qui est toujours déterminée par l'utilisation. Hein. C'est pas à Saintes qu'elle a ses hallucinations de cette vie antérieure, soi-disant, c'est donc ni à San Francisco, donc dans la mission de San Giovanni Battista, c'est au 7e siècle, dans l'Inde, au Sri Lanka. Bon, alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça fait 2h22, mais la scène qu'on a vue se trouve à peu près là. James Stewart, Novak. Donc à ce stade de l'adaptation, on n'est plus du tout pour le Nurse Jacques. C'était la surprise là. Voilà, on est dans Hitchcock. Hein, c'est-à-dire que l'œuvre adaptée a pris son autonomie propre. Hein. Elle est devenue indépendante et elle circule librement à travers le monde. Hein. Je pense que cette phrase de Godard hein, dans Alphaville, la légende a pris une forme sous laquelle elle peut circuler à travers le monde. Et c'est ce que fait le cinéma finalement à ce roman. Voilà, alors... Est-ce qu'il y a des pépites à partir des 7 titres qui sont connus, oui. qui composeront le quarto? Oui. Est-ce qu'il y a des recherches qui ont causé des surprises oui. Alors que ce sont des textes connus?
Oui, alors je pensais finir là-dessus d'ailleurs parce que j'ai, en cherchant des choses, cette fois d'ailleurs pas à l'IMEC, mais à la Cinémathèque tout simplement, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait réfléchir et qui m'a amené à une découverte à la limite que je soupçonnais, on va dire, mais j'ai eu la preuve. Alors je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un livre d'ailleurs qu'on n'a pas retenu dans la version du livre. C'est un roman qui est très bon d'ailleurs, c'est un de leurs meilleurs romans, je pense, mais qui n'a pas donné lieu à un film. Donc ça n'entrait pas dans notre protocole, mais qui devait faire l'objet d'une adaptation par Clouzot. C'est La Lèpre. Ce roman paraît en septembre 1976. Clouzot, comme vous savez, peut-être est mort en 1977. Et il n'avait plus fait de film depuis 10 ans. Il avait été, il avait eu des problèmes de santé, il avait dû interrompre le film La Prisonnière qu'il faisait à cette époque-là avec Serge Reggiani. Bon, bref, il n'avait pas pu, qui deviendra L'Enfer de Chabrol, d'ailleurs bien avec Emmanuel Béard, ça, ou bien plus tard. C'est un film, alors c'est un livre, La Lèpre, qui raconte l'histoire d'un imposteur. Comme souvent chez Bois-le-Narcejac, c'est plein de personnes qui sont passées pour quelqu'un d'autre, qui ont un passé qu'on ne veut pas révéler. Alors c'est le cas de toute façon d'Entre les morts aussi. Cette femme qui chez Hitchcock, bon, non, on va pas revenir là-dessus. Mais alors ici, on a un homme donc, qui est ministrable en fait, qui est un député, chef d'un parti, et qui est un héros de la libération, qui est un héros de la résistance. Et son fait de gloire, c'est d'avoir descendu froidement un collaborateur, qui était un homme assez jovial, un médecin très célinien. Alors Céline n'était pas jovial, mais lui, c'est un célinien réinventé 30 ans plus tard, on va dire, dans les années 70. Donc un médecin bon vivant, bon bougre, mais collabo. Collabo idéologique. Voilà. Et qui réapparaît dans la vie de cet homme politique qui était supposé l'avoir assassiné, mais qui ne l'a pas assassiné justement parce qu'il lui avait rendu service en tant que médecin, etc. Donc il ne pouvait pas l'assassiner, comme il avait eu mission de la part de son acquis de le faire. Donc il ne l'avait pas fait. Et donc toute sa carrière politique, qui commence là, est fondée sur un mensonge et sur une imposture. Et quand revient un peu à la manière du colonel Chabert chez Balzac, quand revient le collabo, donc qui avait promis de s'exiler loin, de ne plus faire parler de lui si on lui donnait un peu d'argent, ce que fait bien sûr, mais revient et devient maître chanteur. Donc c'est la conscience. Alors c'est le paradoxe, toujours chez Boileau, il y a souvent ce paradoxe de quelqu'un qui est d'un criminel qui est confondu pour un crime qu'il n'a pas commis. Là aussi, finalement, son crime, c'est de ne pas avoir tué. Son crime, c'est de ne pas avoir tué. Mais par contre, les conséquences sont très sévères pour lui. Il risque véritablement de se faire exposer dans la presse, etc., et comme un imposteur. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tuer ce personnage. Et ce que j'ai découvert, donc, c'est que donc à la Cinémathèque, c'est le manuscrit de Clouzot, qui a, d'ailleurs, je l'ai ici, je peux vous le montrer. Alors, ça fait que 7 pages. Je vous disais, il y a 2 adaptations, celle de Clouzot, qui n'ont pas été faites ni l'une ni l'autre, qui n'ont pas été tournées. Celle de Clouzot est la plus courte, puisqu'elle fait que 7 ou 8 pages manuscrites. Mais il y a un vrai tapuscrit tapé qui se trouve à l'IMEC, qui fait 120 pages, 130 pages, qui a été fait plus tard, dans les années 79-80, mais qui n'a jamais été tourné. Voilà, donc alors pour ce qui est de... Bon, je vais aller un petit peu plus vite sur ce manuscrit. Donc, vous voyez que là, je vous fais un petit peu une trace de tout ça. Et voilà le manuscrit. En fait, j'étais à la Cinémathèque pour trouver ça d'abord, le manuscrit des Diaboliques, pour voir la fameuse scène. Alors, je reproduis ici donc, le manuscrit. À l'époque, ça s'appelle Les Veuves, les Diaboliques, donc c'est le tapuscrit de Clouzot. La fameuse scène donc, de la crise cardiaque provoquée chez Bernard Clouzot. Donc ça se trouve là. Mais ce que j'ai découvert aussi donc, dans ces papiers, en fouillant un petit peu, c'est ça, c'est le manuscrit donc, de La Lèpre qui n'était pas vraiment classé à la Cinémathèque. Ça faisait partie des documents sans titre et sans papiers divers laissés par Clouzot. Donc voilà
c'est une mise en, c'est un découpage déjà bon, très, très primitif finalement qui reprend le roman et qui reprend les scènes dans le roman, qui nous dit aussi la distribution. Il y a les noms de Serge Reggiani et de Charles Vanel. Charles Vanel avait déjà joué dans des films de Clouseau. Il avait joué notamment dans Le Salaire de la peur, bien sûr, avec Yves Montand. Et il était l'inspecteur, c'était le commissaire c'est l'inspecteur justement rusé et trop intelligent dans Les Diaboliques. Et là, il jouerait justement le revenant. Parce qu'à cette époque-là, il a 90 ans, presque, ou pas loin. Je ne sais plus, enfin 80, enfin il est âgé. Bon. Et donc, il devait jouer ce rôle-là. Mais alors, de fil en aiguille, finalement, je me suis dit que ce serait bien de voir un petit peu les dossiers de Narcejac pendant la guerre. Et évidemment, bingo, aux archives du Cantal, puisqu'il était professeur à Aurillac pendant la guerre, professeur donc, au lycée des garçons, et sa femme était directrice de l'école des filles à Aurillac. Il y a des dossiers de la commission d'épuration qui relèvent ce qui s'est passé avec les fonctionnaires qui ont été inquiétés à la Libération. Et voilà, les opinions maréchalistes des deux, d'ailleurs, de Pierre Hérault, c'est son vrai nom, Thomas Narcejac, c'est un pseudonyme qu'il a pris en hommage aux Charentes, mais qu'il a pris de manière intéressante justement après cette histoire d'épuration, qu'il a pris pour écrire. Il continue sa carrière de professeur, mais il change de ville, il est affecté dans un autre lycée, dans une autre académie d'office. Il n'a pas le choix, c'est une sanction, et il est aussi il a une sanction disciplinaire d'un retard d'avancement de 5 ans, pour avoir assisté à des réunions maréchalistes au Mont d'Or, qui sont vraiment la propagande de l'État français à l'époque de la Révolution nationale. Alors il s'en est défendu, mais tous ses collègues ont dit, mais enfin, il était de notoriété publique, il était maréchaliste, il ne s'en cachait pas, et ses cours étaient eux-mêmes, pas les cours qu'il donnait au lycée, mais il donnait aussi des cours à l'école navale, etc., qui étaient eux-mêmes fortement maréchalistes. Et sa femme, elle, a été carrément, qui était plus maréchaliste que lui apparemment, directrice de l'école des filles, a été, elle, suspendue pour 2 ans, donc sans indemnité, sans solde. Voilà, donc après la guerre. Donc on trouve ça dans le dossier, et j'ai aussi trouvé une lettre que je trouve assez extraordinaire de Thomas Narcejac. Alors une lettre qui date, vous la voyez peut-être ici, donc elle est signée des 2 noms, Hérault, donc Pierre Hérault et Thomas Narcejac, qui, elle n'est pas datée, mais je pense qu'elle est de 1954, et on ne sait pas non plus à qui il écrit, Mademoiselle, je pense qu'il s'agit de la secrétaire de la revue des Deux Mondes, dont le directeur André Chomex partageait certaines de ses idées. Et là, il se dépeint véritablement comme un homme traqué, comme un homme qui a été, comme un maréchaliste, et dont la carrière a été bloquée après la guerre, et qui a dû se réinventer en auteur de romans policiers, parce que la carrière académique était laissée à partir de ce moment-là, sous le nom donc, de Narcejac. Et alors, il invente après dans ses biographies, il dit, me trouvant à la fin de la guerre dans une période de vacances prolongées dans la maison de ma femme n'ayant pas de livre, je décidais de me mettre au pastiche. C'est très euphémisé. Et donc on comprend comment il décide vraiment de devenir auteur de romans policiers. C'est vraiment une réinvention là, de Pierre Hérault en Thomas Narcejac. Et ça lui prendra effectivement des années. Et alors dans cette lettre-là aussi, il dit qu'il lui a fallu 10 ans pour écrire, pour prendre le coup de l'écriture du roman policier, etc. Et il nous dit aussi là qu'il s'en cache à Boileau. Donc il dit ça à cette secrétaire, mais il ne veut pas que Boileau la prenne, parce que Boileau, lui, au contraire, pendant la guerre, Boileau a été compagnon de détention dans un camp de prisonniers avec Jean-Paul Sartre, avec qui ils sont de la même génération, donc ils ont lu des mêmes choses à la même époque, les mêmes illustrés, etc. Donc ils ont beaucoup échangé sur leur lecture. Il échangeait aussi beaucoup avec Pierre Lazareff lorsqu'il était lycéen, lorsqu'il était collégien, puisqu'il était à la même école communale à Montmartre. Mais donc il continue ces discussions avec Sartre. Mais Boileau a refusé de publier pendant la guerre, pour ne pas, alors que Boileau écrivait beaucoup de contes et de nouvelles, il dépendait vraiment de la presse, Boileau. Mais il ne veut pas, pour ne pas collaborer, pour ne pas collaborer
avec la presse de l'époque, et donc il travaille dans un service d'aide aux prisonniers, donc il travaille dans l'aide sociale, on va dire, et pas dans la littérature. Il continue à écrire, mais pour lui. Donc une grande différence entre les deux auteurs. Boileau-Narcejac, finalement, c'est ça, c'est la rencontre de deux. Il y a plus de zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de manipulations, donc même de l'un par l'autre qui par là. Donc voilà, pour répondre à la question, voilà une espèce de découverte intéressante. Oui. Et donc on verra ça dans le volume, puisqu'il y aura la reproduction du manuscrit des autres. Qui lui-même avait été pendant la guerre, vous savez qu'il est tourné pour la Continentale, le Corbeau, hein, donc ça c'était quand même un des grands succès de l'occupation, oui. Non, je trouvais que ce que vous racontez sur le fait que Narcejac est obligé de cacher une partie de sa vie maréchaliste, ça se retrouve un peu dans les personnages principaux de ses livres, qui généralement sont victimes d'un traquenard parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils ont quelque chose à cacher eux-mêmes. Dans Les Veufs, par exemple, c'est complètement ça. Dans Les Veufs, enfin, je ne vais pas raconter l'histoire parce que c'est pas lu, mais le héros, dès le début, on sait que. Il est écrivain, hein, il veut pas le prix littéraire. Hein, ouais. Mais il a commis un meurtre et donc il est coincé et comme ça il va tomber dans un engrenage. Mais ça se retrouve presque dans tous leurs bouquins. C'est ça, il y a une part d'ombre à cette zone d'ombre cacher. que le personnage principal conserve et est obligé de conserver. Et c'est ça qui se greffe après sur les mécanismes de Boileau, comme on a vu donc, dans l'exemple. Il y a déjà beaucoup d'éléments de vertigo, mais ensuite il y a toute la guerre qui va revenir dessus. Par exemple, vous vous rappelez qu'il identifie la femme au cinéma, aux actualités. Il y a une scène, donc il y a ce moment-là, tu vois un peu la peur d'être identifié, d'être reconnu. L'écrivain dont vous parlez, il refuse un prix littéraire parce qu'il ne veut pas qu'on risque d'être reconnu à la télévision, par exemple. Il y a de nouveau un peu la même idée qu'on trouve dans Entre les morts. Oui, moi j'ai découvert Boileau-Narcejac comme vous avec Sans atout, quand j'étais petite, quoi. Et à quel moment ils ont décidé d'écrire aussi pour la jeunesse en parallèle de la production pour les adultes? Quand ils étaient vieux. Je crois vraiment que c'est assez caractéristique. C'était dans les années 70, c'est l'époque du néopolar. Et là, ils sont quand même vraiment complètement à la ramasse. Hein. Je crois qu'ils se disent, non, là, vraiment, ça nous échappe un peu. Et ils vont être. Donc, ils reviennent aux fondamentaux. Pour eux, les fondamentaux, c'est quand même ça, c'est Arsène Lupin. Hein, ils ont découvert ça en temps réel, quasiment. Arsène Lupin apparaît en 1905, ils ont dû le lire, je sais pas, vers 1912. Bon, et Arsène Lupin produit beaucoup, enfin, Leblanc. Donc, ils redécouvrent cet univers-là. Ils se disent, ça, c'est nous vraiment. Après le néopolar, ça passera, et vous imaginez bien hein, que le maréchaliste, comme il devait rester quand même, Narcejac, il n'était pas du tout, bien sûr, favorable au néopolar. Hein. Il dit que c'est la forme foraine, bâtarde du roman policier. Il n'y a pas de mot assez dur hein, contre le néopolar. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Les sans-atouts sont restés. Les sans-atouts sont restés. Oui. Oui. Alors sans-atouts et Arsène Lupin, j'ai répondu par Arsène Lupin à votre question sur sans-atouts, mais c'est la même époque. C'est les années 70 en fait. Donc il écrit Arsène Lupin vers 73, le premier, et Sans atout aussi, 71, 72. Donc c'est vraiment là, et ils sont à la retraite tous les deux à ce moment-là. Voilà. Dans le sud, voilà, ils coulent une vie heureuse. Et c'est vrai qu'ils écrivent moins de leur. Ils publient toujours un par an, hein, et donc certains sont excellents. Donc La Lèpre 76, c'est vraiment un excellent roman, je pense. Les Eaux dormantes, c'est 82, c'est aussi un excellent roman, donc c'est pas comme si. Il ne publiait plus de choses de qualité, mais enfin, il publie beaucoup de romans pour la jeunesse, hein. Il y en a une quinzaine à cette époque-là aussi. Hein. Et ça, donc quelque part, il reste jeune aussi, en passant à une autre génération, comme vous et moi finalement. Hein. Peut-être que moi vraiment, je ne les aurais peut-être pas connus si je ne les avais pas lus quand j'étais enfant. Est-ce qu'il y a encore des questions, une question? C'est un peu petite remarque, c'est tous ces romans des années 70, ils paraissent aussi en feuilleton dans le Figaro. Tout à fait, ouais, absolument. Dès les années 60 déjà, hein, l'inspecteur à métro, les chiffres, tout ça. C'est quasiment les derniers feuilletonistes en journal. Ouais. Il y a une raison particulière ou c'est la lecture de l'été en général, mais pas tout à fait au début, mais par la suite ça devient le roman de l'été. Et ensuite il paraît à l'automne. Oui, c'est une prépublication dans la presse, et oui, il y a au moins 20 de leurs titres comme ça qui sont prépubliés dans la presse. Alors je pense que la raison est financière, hein, souvent, je pense qu'ils sont payés 2 fois, hein, mais c'est toujours agréable. Mais vous avez raison, ils ont gardé un lien avec la presse, toujours assez
assez organique finalement. Ça aussi, c'est leur vocation qui commence avec les illustrés. Hein. Ils attendaient les illustrés. Ça aussi, Jean-Paul Sartre, qui dit dans les mots, moi j'avais l'avantage sur mes camarades, c'est que je savais où était l'éditeur et je les attendais déjà à la sortie de l'éditeur. Je n'étais pas obligé de passer par les kiosques. Mais eux, ils allaient dans les kiosques, ils se cotisaient, ils se les repassaient, etc. Donc ils sont restés liés à la circulation par la presse. Et puis ils ont publié notamment aussi des critiques. Et ça, dans le Quattro aussi, on a redonné un certain nombre de leurs écrits critiques parce qu'ils sont vraiment intéressants. C'est entre Régis Messac et Manchette, je crois qu'il y a une espèce de grand vide en termes de volume sur la critique policière au XXe siècle. Donc Messac, c'est les années 20, hein, c'est déjà les années 20 et les années 30, parce qu'il a aussi écrit des critiques, Messac après, mais il est mort jeune. Et Manchette, finalement, c'est publié, il écrit ses critiques dans les années 70-80, mais c'est publié seulement en 95 par son fils, donc après sa mort, 96, donc je crois, chez Rivage. Bon, bref, c'est pour dire qu'il y a une espèce de trou, et ça, c'est les critiques alors qu'ils font dans la presse. Ils écrivent dans l'Express, pas mal, ils écrivent dans Combat, et ça a d'ailleurs été publié par Franck Lomo dans le Temps Noir qui se trouve ici. Vous trouvez quelques chroniques sur les romans policiers de Boileau-Narcejac. Alors c'est signé Boileau-Narcejac, mais les premières dans les années 50 dans les nouvelles littéraires, c'était publié juste en face. Les premières, parce qu'après c'est signé Boileau-Narcejac, mais les premières étaient signées Narcejac seul. Et souvent c'est très intéressant aussi en termes d'histoire du genre, en termes de rapport. Alors dans l'Express, ils écrivent par exemple à la mort de Chandler, à la mort de Hammett, ils écrivent sur William Irish. Donc il y a des choses vraiment intéressantes là aussi sur les grands écrivains. Ils prennent la mesure de l'époque, ils donnent un sens aussi de la signification de ces œuvres en temps réel. C'est vraiment intéressant donc, de suivre ça dans la presse. Ouais. Une dernière question. Est-ce qu'il a réussi jusqu'au bout de sa vie, Narcejac, à cacher son passé à Boileau, ou un jour il a su... Ben ça, je ne sais pas. Ouais, ça, non, j'avoue, je ne sais pas du tout. Moi, je ne crois pas qu'il a vraiment réussi à cacher. Ce qui me semble bizarre, c'est qu'il s'en ouvre à une femme qui est donc, si mon hypothèse est juste, employée à la revue des Deux Mondes. Mais la femme de Boileau aussi était employée à la revue des Deux Mondes. Donc c'est quand même bizarre. Hein. Et d'ailleurs, il publie pas mal à la revue des Deux Mondes. Et c'est là qu'il publie ce livre de Alain Boucarège, qui est en fait leur roman zéro. Hein, on dit toujours que leur premier roman, c'est celle qui n'était plus. Mais en fait, L'ombre et la proie, qui est paru après en volume, est paru d'abord après avoir été refusé. Ils s'en sont pas très contents. D'ailleurs, c'est pas Boileau-Narcejac, c'est Alain Boucarège qui est un anagramme de Boileau-Narcejac. Ils ont publié ça justement dans la revue des Deux Mondes. Il y a un article de critique aussi sur les romans policiers, publié par Boileau, avant encore, en 51 je crois, sur les romans policiers, qui rend un peu compte à mon avis de l'évolution des discussions entre les deux. Parce qu'ils partent de points de départ assez différents. L'un part vraiment du roman d'énigme, Boileau, hein, l'architecte, tout ça, l'énigme, la fiction de l'intrigue. Et l'autre, c'est quand même déjà du roman social avec Simon, hein, les atmosphères, les caractères, voilà tout ça. La psychologie. Donc ils sont très différents. Autant Boileau refuse la psychologie parce qu'il faut vraiment le mécanisme, et il dit que la psychologie ça abattardirait le roman policier. Il dit qu'il ne faut pas faire du roman littéraire parce que si on veut faire du roman littéraire, on va rater l'intrigue policière et on ne peut pas attendre des personnages qu'ils apparaissent véritables alors qu'on les a traités comme des personnages de roman. Donc tout ça, c'est dans la revue des Deux Mondes en fait, que ça s'exprime donc au début. Et c'est cette revue des Deux Mondes qui leur a donné une chance. Et alors, il y avait un lien organique avec la femme donc, de Pierre Boileau qui travaillait là. Bon, voilà. Mais donc, je sais pas s'il l'a su ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de sa vie, Boileau ne contribuait plus tellement en fait, au Boileau-Narcejac. Même, alors, c'est publié jusqu'à la fin sous les deux signatures, mais même avant la mort de Boileau, 4-5 ans avant la mort, il était plus âgé aussi. Il avait 2 ans plus, oui. 2 non, 2-3 ans seulement. Mais il était plus âgé quand même. Hein. Il était plus âgé. Surtout, il avait 10 ans de plus en tant qu'écrivain. Ça, c'est important. Hein. Il était, puisqu'il était reconnu en 38 par le prix, alors que Narcejac, c'est en 48. Et il écrit vraiment c'est des nouvelles, des romans dès le début des années 30. Narcejac, il lui faudra attendre vraiment. Il en a assez. Ouais, les 46 pour être publié. Hein. Donc il y a une grande. L'aîné, c'est Boileau vraiment, en termes de métier, d'expérience policière. En termes aussi de communauté parisienne, notre tête provinciale, il y a quand même un avantage aussi de Boileau, qui lui, il avait toutes ces.
il avait une collection phénoménale aussi d'illustrés. Il paraît qu'à la nuit tombée, certains jours de la semaine, il se réunissait en petit comité avec des collectionneurs d'illustrés. Alors c'est Francis Acassin, qui est un autre de ces collectionneurs, qui raconte l'anecdote. Et donc il avait tout ça. Je pense pas que Narcejac avait ça. Tout un an déjà, je suis pas il avait moins de temps, là, celui-là, comme il était professeur. Il était professeur aussi, il ne pouvait pas faire ça non plus, exactement. Il avait, bon, il avait un professeur excellent d'ailleurs, hein, par tous ce que disent aussi les rapports. Donc, oui, il y a des archives. Oui, alors oui, il y a des archives, il y a des cahiers. Alors, le lycée Clémenceau s'appelle Vieux Bahut, le cahier des anciens, et effectivement, il y a des élèves qui racontent un peu comment était Monsieur Hérault, et donc apparemment, professeur très aimé, très populaire. Et pareil à Aurillac aussi, les chefs d'établissement ont des rapports absolument brillants sur lui, toujours. Enfin, malgré donc ces prises de position publiques. On va s'arrêter. On pourrait continuer.